In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, when we stand with the pioneers of the past. And in Archie Woodson's dream, we turn into more, a legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, this seed spreads far and wide. In every step, in every heart, we take rise. The month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line, for in their story
Ouais. Une bonne cérémonie, un bon de vous tous, vous toutes. J'espère que vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale puisque c'est notre ouverture de notre mois spé, un mois consacré à l'honneur des Bakoulous. J'espère que là où vous êtes dans des positions confortables puisque nous allons voyager dans le temps. Nous allons voyager dans l'espace, nous allons voyager tout simplement. Et je l'avoue, Zola Mpangi, avant que je puisse débuter ce tableau, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous, cher Mpangi? Enfin, donc, Zola Mpangi, Zola Bonassette, Zola pour ceux qui nous ont précédés, parce que le Kissa ne peut pas s'arrêter. Donc, prenez le temps, ce moment de lutter, partager. C'est très important parce que nous allons parler, nous allons rentrer dans des aspects supérieurs. Prenez le temps également d'avoir un cahier, un crayon, puisque le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet, chers Lampani, qui va se prendre beaucoup, mais ça va nous aider à avancer. Et comme nous dit Cheikh Job, il faut la connaissance directe. Et on me dit que le sang n'est pas compté. Le sang n'est pas compté. Et parce que le sang, Cheikh Bangui n'est pas compté pour une message. Voilà. Là, est-ce que, là, vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux, les Mpangi? Parce que je préfère arranger ça maintenant pour que nous puissions être à l'aise. Alors, on me dit c'est un peu étouffé, c'est ça? C'est haché, ok. Bon, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, vous m'entendez? Là, est-ce que c'est bon? Parce qu'on va voyager. On me dit parfait pour le sang, parfait maintenant. Matondo, Bamingui, Champangui. Champangui, vous savez que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et comme je vous l'ai toujours dit, avant nous, il y a eu Champangui, des êtres qui ont existé, qui nous ont légué leur héritage. Je vous l'ai toujours dit, nous venons tous du Ndi. Nous sommes des êtres issus de la même source, incarnés dans le Nza pour manifester la vie. Quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit notre posture sociale, nous sommes tous des êtres champagnes, issus d'une seule source. Le principe de l'unité primordiale de toute chose dans le Nza. On est d'accord. Le Kimuntu nous l'enseigne, le Bumuntu nous l'enseigne. Nous sommes ici, Champagny, pour apprendre à vivre comme des stratèges, puisque nous sommes dans un jeu holographique très complexe. Aujourd'hui, Charles Jonampangui, pour honorer nos ancêtres, je vais vous présenter un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est un sujet magnifique. Et le but de ma présentation n'est pas, Champagny, de nuire. J'aimerais que vous puissiez bien cerner ce que nous allons faire. Mon but à moi ici est de permettre de briser les murs, de briser les limites. Parce qu'en en fait, beaucoup d'entre nous sont limités parce qu'ils se disent que nous sommes africains, nous sommes noirs, donc notre terrain de jeu, c'est l'Afrique. Je ne suis pas de cela, puisque ma tradition, la tradition Congo nous enseigne Wadiafwa Yikacho. Ajoute à ta tradition la sagesse de l'autre pour t'enrichir. Mais ça va plus loin. Lorsqu'on découvre que les autres, en effet, c'est nous-mêmes. Les autres, chers Olampangui, que nous considérons comme étant les étrangers, nous considérons comme étant les êtres lointains, ont subi des mutations. Mais hélas, ils étaient comme nous au départ. Aujourd'hui, je vais faire de sorte que nous puissions voyager dans l'univers Champangui des Vikings et des Celtes. C'est une introduction. J'espère que nous aurons la possibilité de l'approfondir dans les cours de Kimuntu pour ceux qui vont s'y intéresser. Et puisqu'on m'a donné un peu le temps pour vous en parler, j'aimerais ouvrir cette porte. Aujourd'hui, chers Joulampangui, j'aimerais vous parler en effet d'une tradition magnifique, la tradition viking, et Champangui aussi, la tradition celtique. Je pouvais parler des Druidiques également. Il y a plusieurs grandes familles comme ça. Mais aujourd'hui, d'abord les Vikings. Alors, le but de mon Kaboula est de vous faire comprendre tout simplement que ce que nous considérons comme étant des Vikings, donc aujourd'hui les Nordiques, hein, que ce soit les Danois, les Norvégiens, les Suédois, en fait la zone du nord du monde, était peuplée, chers Olampangui,
par les Africains. Ah, c'est mon sujet. En fait, les anciens Vikings, les anciens Celtes étaient, Champangui, des Kamites, étaient des mélanodermes, les Ndombe, oui. À l'époque, chers Champangui, ces êtres ont vécu euh, dans cette partie de la planète, mais ils ont été métissés, ils ont été décimés, il y a eu des guerres. Bon, mon but ici, c'est tout simplement d'avoir vous montrer qu'ils ont existé. Après, si vous êtes d'accord avec moi pour poursuivre là-dessus, si cela peut vous intéresser, nous pourrions en effet plonger dans les profondeurs. J'ai préparé pour vous, chers Olampangi, des sources académiques, parce que je me suis dit, un tel sujet, on ne peut pas le traiter par hasard. Donc, des articles scientifiques. Donc, pour ceux qui veulent y accéder, vous pouvez écrire à la Fédération Kimuntu Internationale Champangui, donc info@fédérationkimuntu.com pour avoir accès à ces fichiers que je mettrai à votre disposition, des articles scientifiques. Certains articles, je vais vous les présenter tout à l'heure, pour ce qui concerne les fouilles archéologiques, parce que ça se fait, le test Charles Nampangui du génome humain à travers l'ADN, les tests Champangui sur la mélanine, et ainsi de suite, pour savoir comment étaient les anciens vikings. C'est fait. C'est-à-dire que beaucoup ne sont peut-être pas informés parce que tout le monde ne s'intéresse pas aux fouilles archéologiques du nord de l'Europe. Mais il est clair que, cher Lampangui, ça choque. Et c'est un bonheur. Ce qui veut dire que lorsque vous découvrez de telles découvertes scientifiques au niveau nordique, au niveau de la recherche scientifique académique, là je ne parle pas des informations dans le quartier, non, des fouilles scientifiques, rationnelles, des peuples qui vivaient dans l'univers viking, l'univers celtique, cela nous permet en effet de cerner comment s'est passée la transmission des savoirs de l'Afrique vers le nord de l'Europe, puisque nous avons vécu des migrations, et vous savez que les migrations ont fait que des peuples d'Afrique se sont retrouvés sur toute la surface de la Terre, et nous le savons tous et toutes. Alors, on me dit l'image est en format téléphone, on ne voit pas bien. Non, 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 il y a deux types d'images. Donc, s'il est possible, vous pouvez aller dans l'autre version, parce que sur YouTube, vous allez voir qu'il y a la version téléphone et il y a une autre version, la version YouTube. Donc, pour l'Ampangui qui voit le format téléphone, c'est pour ceux qui sont sur le téléphone. Mais ceux qui ne sont pas sur le téléphone, prenez la version où vous pouvez agrandir l'écran. OK? Donc, je disais tantôt qu'il existe donc des fouilles archéologiques, les fouilles scientifiques, qui nous permettent aujourd'hui de mieux cerner ce que nous étions au nord de l'Europe. Voilà. Et donc, il y a eu des migrations. Il y a eu des migrations, chers Lampangui, les Africains ont migré hors de l'Europe et hors de l'Afrique. Ils ont peuplé l'Asie, ils ont peuplé l'Amérique, ils ont peuplé toute la Terre. Ça, nous le savons. Les travaux de Cheikh Anta Diop et d'autres grands scientifiques de cette réalité nous l'enseignent avec bonheur. Mais parfois, nous ne faisons pas attention. Si ce sont les nôtres, en fait, les Africains qui se sont déplacés du continent vers tous les autres continents, donc lorsqu'ils sont arrivés au nord de l'Europe, ce sont les Africains qui sont arrivés, on est d'accord, qui sont sortis du continent. Arrivé en Europe, Charles Lampang, on retrouve, en effet, c'est normal, des ossements, des os, des anciens Africains sur la terre européenne. C'est une normalité, puisqu'ils étaient les premiers à peupler. Sauf que ces Africains, une fois arrivés en Europe, pratiquaient une spiritualité. C'est ça que ça m'intéresse. Et moi, j'aimerais savoir comment ils pratiquaient la spiritualité. Et là, on découvre que la spiritualité ancestrale de cette période ancienne est identique à la spiritualité africaine. Identique, parenté culturelle. Et donc, il y a eu des travaux qui ont été réalisés par des scientifiques pour étudier la parenté, par exemple, linguistique entre les langues nigéro-congo, comme on dit, dans la linguistique, et les langues chers Olampangui, de l'univers celtique ou viking. Donc, euh, ces débats dans l'univers, chers Olampangui, universitaire avaient été conclus. C'est un débat, les scientifiques savent tout cela déjà, c'est fait, les articles ont été publiés dans les revues Nature, les grandes revues scientifiques. Sauf que notre communauté qui ne lit pas, les humains, qui ne lisent pas souvent, cher Jonathan Paris, ces revues, ces articles académiques, ne savent pas les résultats qui ont été trouvés, cher Jonathan Paris. Donc,
nous allons parler un peu. Parce qu'en effet, chers Olampangé, c'est un sujet que j'aimerais traiter avec vous à l'intérieur de notre tradition Congo, de notre école, comme étant un sujet d'approfondissement. Aujourd'hui, c'est l'introduction de l'introduction pour vous permettre déjà de vous dire s'ils étaient, chers Olampangé, des Kamites, des mélanodermes, alors, Champangui, pourquoi nous avons du mal à accéder ou nous ne voulons pas accéder à ce qu'ils ont légué comme héritage culturel dans cette zone, puisque ça vient d'Afrique. Et, chers Champangui, c'est vrai que ça a muté, mais vous comprenez bien que ça explique les parentés parfois comportementales, culturelles dans le monde du Nord, de l'Europe, euh, la structure familiale, la protection de la famille que nous avons également sur le système matrilinéaire, matriarcal africain. Oui. Alors, avant que je puisse avancer, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous, avec Zola, si et seulement si chers Olampangui, tout est clair pour vous. Est-ce que le son passe? Est-ce que mon écran est bien pour vous? Est-ce que vous arrivez à voir ce PowerPoint que j'ai partagé? Vraiment, qu'on se fixe là-dessus déjà pour que on ne puisse pas avoir des problèmes. On peut avancer avec bonheur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon PowerPoint partagé est clair pour vous, l'Impangui? On me dit oui, tout est bon. OK. Puisque tout est bon, nous allons avancer. OK? Alors, je vous précise que nous allons travailler, mais je vais vous montrer des articles scientifiques. OK? Donc, ce n'est pas un débat d'émotion. Ce n'est pas un caboulard d'émotion. C'est un caboulard fondé sur les découvertes. Et ce que je suis en train de vouloir vous montrer, ce n'est pas des débats, c'était conclu. Ça s'enseigne dans les universités. Déjà, c'est fini. Sauf que la population n'a pas connaissance de ces choses, puis tout le monde ne fait pas archéologie, et plus précisément l'archéologie nordique. Ouais, c'est des zones. C'est comme si on fait des recherches scientifiques au Soudan. Voilà. On s'intéresse beaucoup à l'Égypte. Moi, je vous ai toujours dit que ce soit la culture chinoise, que ce soit la tradition japonaise, la culture japonaise, que ce soit la tradition champangui vietnamienne, vous serez étonné de l'aveu même de notre aîné et paix à son âme, Runoko Rashidi, 100 000 ans de présence des Noirs en Asie. Lorsque j'arrive au Japon, avec le livre de Runoko Rashidi, je ne vois pas l'Asie de la même manière que celui qui pense que notre tradition se limite à l'Afrique. Nous sommes de ceux qui pensent que nous avons migré. Il existe des connaissances, chers Olampangui, sur toute la terre, qui viennent des anciens prêtres et prêtresses de l'ordre kamite ancestral. Donc, ça nous appartient. C'est pas parce que l'autre utilise que je ne vais pas dire, mais attends, que je ne vais pas prendre parce que, je ne vais pas l'utiliser parce que l'autre utilise. Non, non, non. Kimuntu ne fonctionne pas de cette manière. Parce que nous savons tous, ce sont des prêtres anciens, Jean Pangui, surtout lorsqu'on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, beaucoup de prêtres et prêtresses anciens de Kemet, de l'Égypte ancien, de Ekipata, de Ngepiti, ont migré vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, avec des documents. Donc, l'autre a mes documents, j'aimerais l'utiliser. C'est pour ça que lorsqu'on utilise, par exemple, le livre La sortie de la lumière du jour, le livre des morts des anciens Égyptiens, il existe le livre des morts des Tibétains. Et les Tibétains continuent à utiliser. Il y a des documents africains, des temples égyptiens anciens, soudanais, qui se trouvent dans les revues, les bibliothèques du Tibet. C'est pas parce que les Tibétains ont pu le recevoir, parce que les prêtres d'avant se sont réfugiés, puisqu'ils étaient traqués, que je ne vais pas avoir accès à ces documents. Vous comprenez? Donc ici, Champangui, nous allons avec amour accéder à des connaissances et ces connaissances nous renvoient exactement à l'univers Champangui des êtres du Nord. Voilà. Donc, avançons. Voilà, il y a quelqu'un qui m'écrit, ah, ça c'est intéressant, avant même que je commence, il y a un Pangui qui m'écrit en bas et qui nous dit, les Nordiques eux-mêmes, le peuple, hein, la population, ne sait pas, sauf leurs initiés. Ouais, comme chez nous. Certains sont informés de ça, mais pas la population. Donc, car ils ont développé une sorte de haine ou de complexe d'infériorité qui a été transmuté en complexe de supériorité. Oui, c'est normal. C'est comme le dilemme que nous avons entre nous et les Noirs américains. Vous savez, souvent, on parle souvent des camis des Noirs américains, on parle des Noirs dans les Antilles, et puis on se limite là. Ouais. Et puis on dit, oui, mais bon, nous sommes dans les Antilles, dans les Caraïbes, nous sommes au Mexique, nous sommes au Brésil, nous sommes... moi, je dis, OK, c'est bien, mais nous sommes aussi en Australie. Ah, on soit dit, mais nous sommes aussi au Japon. Ah, non, mais soit dit, mais toi aussi, nous sommes aussi en Chine.
Donc, on fait comment? Nous sommes aussi en Inde. Oui, et il y a les Dravidiens en Inde. Donc, en tant que Muntu, on a choisi parce qu'on est colonisé par l'Occident, donc on s'intéresse aux nôtres qui sont en Occident. Mais vous allez constater également que nous sommes au Moyen-Orient. Nous sommes en Turquie. N'oubliez pas que l'Empire ottoman a occupé le territoire de nos pays. N'oubliez pas que les Perses, les Iraniens actuels, Combise a fait tomber l'Égypte. Beaucoup des nôtres et des Noirs se trouvent. Il y a des Noirs iraniens. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des Noirs palestiniens. Ah ouais, c'est vrai en plus. Noirs, je ne vous parle pas des Falachas qui sont venus, je parle des Noirs originaires de la Palestine. Ouais. Donc, lorsque l'on parle de la tradition primordiale qui, Champangui, est sorti du continent, vous devez savoir que nous avons civilisé, nous avons transmis des connaissances sur toute la surface de la Terre. On retrouve des gardiens des temples bouddhistes, chers Champangui, Kongo Mikishi et Kongo Rikishi au Japon. Lorsque j'arrive à Tokyo, des fois le temple bouddhiste au centre de Tokyo, Champangui, vous retrouvez deux kamites, Mikishi et Rikishi Kongo. C'est normal puisque c'est nous qui avons transmis les connaissances. Mais sauf que chez Bangui, après les destructions sur destructions, comme nous l'a démontré avec bonheur le professeur Cheikh Anta Diop, nous avons perdu l'identité et nous avons perdu la filiation. Donc, origine africaine d'une tradition ancienne que nous n'avons plus accès aujourd'hui presque. Mais nous allons reconquérir cela. OK? Bon. Charles Lampangi, Zola à vous, Zola à tous les Mpangi, Matondo Mamiki. D'abord, l'histoire révisée. Voilà, la diaspora noire en Europe septentrionale. D'abord, une enquête multidisciplinaire, puisqu'on va toucher à beaucoup de choses sur les origines de l'âge de bronze à l'ère viking. N'oubliez pas que la présence des Européens, des Noirs en Europe avait déjà été conclue parce que les travaux de Runoko Rashidi, alors tapez ça sur Google, Runoko Rashidi, c'était un aîné, il nous a laissé, mais cher Solapani, son livre, ses livres sur la présence asiatique et la présence des nôtres en Europe avaient fini avec le débat. Vous avez son aîné, son professeur de thèse, qui s'appelait Ivan Van Sertima. Ivan Van Sertima est le père de cognitive de Runoko Rashidi. Et vous devez taper son nom également, Ivan Van Sertima. Il a écrit un livre, They Came Before Columbus. Ils y étaient avant Christophe Colomb, lesquels les Olmecs. Bon, vous avez des livres comme Champangui, le livre écrit par Patendian sur Tarana. C'est des livres à lire, hein? Tarana. C'est des bibles, en fait. Et lorsque tu lis, parce que ces enseignements, par exemple, Patendian Champangui qui a écrit Tarana, tapez sur Google encore, Tarana, Charles Lampangi, ce sont des livres qui nous ont permis de comprendre comment se retrouver en Amérique latine. Vous découvrez Champangui, les Aboubakar II, les grands maîtres qui ont donné naissance à Kanka Moussa. C'est-à-dire que l'expédition malienne, l'Empire du Mali, vers l'Amérique. Avant que Christophe Colomb même soit dans l'utérus de maman. Est-ce que vous cernez? Ça veut dire que dans les universités, dans le monde académique, ça s'enseigne. Il y a des livres, des documents archéologiques. Les gens disent, OK, OK, on a validé. Sauf que la population, notre peuple, l'humanité, quelle que soit la couleur de la peau, est manipulée par des stratèges politiques, des escrocs VIP, comme j'aime les appeler, possédés par des forces astrales. Donc, mes Pangui, on va commencer ce Kaboula, partager, liker et n'oubliez pas d'inviter le voisin. Alors, d'abord, au-delà du mythe de l'homogénéité d'un peuple en Afrique, en Europe du Nord, qu'on appelle les Nordiques, les Vikings, hein, les Celtiques en Europe, l'Europe du Nord, Champangui, n'a jamais été un monolithique ethnique. Ce n'est pas des blancs aux yeux bleus. Ça n'a jamais existé, ça. Ça, on va le voir ensemble. Et cette présentation compile en fait des preuves que je vais vous montrer, convergentes, pour démontrer une présence africaine significative et ancienne en Europe, mais en Europe du Nord. Là, je ne vous parle même pas encore de la France. Là, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des Nordiques. Parce que des blancs aux yeux bleus, on est d'accord. Mais non, ça n'a jamais été comme ça. Ça, c'est après.
Bon, donc, la convergence des preuves, c'est l'archéologie, l'anthropologie, voilà, des preuves squelettiques, des preuves sur les datations, tout est fait, conclu, c'était fait déjà. Et puis, il y a l'univers des génomes, l'ADN, vers la Scandinavie. Et puis, vous avez l'historiographie, la construction médiévale de la race. Tout ça, il y a des articles, des livres, des preuves là-dessus. Il y a des textes anciens, les témoignages des Romains, les témoignages des sagas des films réalisés par eux-mêmes. Et puis la linguistique également, la langue nous montre également en effet que nous avons une parenté linguistique entre le Niger-Congo, donc les langues du grand bassin du Congo, le Cameroun, le Tchad, les langues Niger-Congo, et la linguistique, la langue Champangui de cette réalité viking et celtique. Et puis il y a des mythes. Vous allez voir que dans les mythes Champangui, peut-être vous ne savez pas, dans les mythes vikings, il y a des cabines dedans. Ah ouais, on va en parler. Donc, la réalité historique est là. Et ça s'enseigne. Ce qui est triste, c'est que ça s'enseigne. Moi, lorsque j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, j'étais étonné de constater que dans l'univers intellectuel nordique, danoise, norvégien, ils enseignent ça. Mais c'est à l'université, entre les élites, les intellectuels. Mais la population, Chapangui, ils voient bien leur peau, ils voient des semblants. Donc, on ne peut pas leur dire certaines choses, mais les livres sont là pour, mais pas pour tout le monde, puisque tout le monde, les gens ne s'intéressent pas souvent à la lecture, comme partout. Non. Donc, l'image romantique des Vikings blancs cache une réalité historique très complexe. Voilà, d'abord l'archéologie. Vous allez voir qu'il y a des découvertes, on va en parler, ADN, qui révèlent une grande diversité génétique en Scandinavie ancienne, incluant des lignées du sud et de l'est, Tchanzulampangi. L'identité viking était culturelle, pas seulement biologique. Je précise que les Vikings, ce n'est pas une famille, comme une lignée de race. C'est comme lorsqu'on dit, par exemple, les Français. Vous voyez qu'en France, quand on dit les Français, il y a les Arabes, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des... ainsi de suite. Ce n'est pas une race. Français, ça ne veut pas dire une race. On est d'accord. C'est culturel. C'est la République, comme ils disent eux-mêmes. Devant la loi, tous les Français sont égaux. Et on s'en fout de ta couleur de peau. Est-ce que vous suivez? Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est que Viking ne renvoie pas à une race. Vous suivez? C'était en effet quelque chose de culturel. Donc, en gros, il y a l'archéologie. Il y a des fouilles qui nous permettent de bien digérer cette information. Il y a le témoignage des anciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chroniques médiévales décrivent des peuples sombres, on appelle les Blamènes. Les Blamènes ou les Blamènes, ce peuple parmi les navigateurs nordiques. Je vais vous montrer qu'il y a des Nordiques, il y a des Vikings, Champangui, qui dominaient l'océan, mais que des Noirs. Et c'est connu. Et le terme blanc était souvent un idéal Champangui littéraire. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau avant. Mais ça, on va voir ça plus tard. Après, il y a les mythes romantiques, parce qu'il y a aussi la romance, le monde des mythes. Et là, la figure du viking blanc aux yeux bleus est une invention tardive du nationalisme européen que du 19e siècle pour glorifier un passé idéalisé. On a créé l'univers mythique qu'au 19e siècle, dans l'origine de l'humanité. Vous suivez ça? Jusqu'au 19e siècle, ils ont décidé de nuire. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des pays comme l'Argentine, et je pense que vous connaissez l'Argentine. L'Argentine, c'est le pays de Messi, Messi, en foot, au foot. Au foot, Messi, son pays, au Maradona, c'est l'Argentine. Mais sauf que vous serez étonné que dans l'Argentine en question, il n'y a pas vraiment des Noirs. La question, où sont passés les Noirs argentins? Et pourtant, c'est un pays latino qui a pratiqué l'esclavage. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais c'est un sujet compliqué. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Toute l'équipe de l'Argentine, il n'y a aucun noir. Lorsque vous tapez Argentine, vous allez voir, il n'y a pas de noirs. Si vous trouvez un noir, c'est deux ou quatre au fond du quartier.
Parce qu'en effet, il y a des peuples qui ont exterminé les leurs. OK? Pour, comme la politique brésilienne de la transmutation génétique. Mais ça, on va aller doucement. Donc, mais au nord de l'Europe, ils l'ont fait avant l'Argentine. Ouais, c'est comme ça. Donc, il y a la réalité diverse chez Pangui. Les Vikings étaient des explorateurs, ça faut le savoir, multiculturels, dans l'univers viking, qui n'est pas une race, vous comprenez, qui n'est pas une race au sens racial. Champangui était constitué des navigateurs multiculturels, intégrant des peuples et des influences de toute l'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest. Donc, ce n'étaient pas des gens homogènes. Ce que je suis en train de faire comme Kabbalah aujourd'hui pouvait aussi être fait par un Asiatique d'Asie de l'Ouest. Il a dit non, nous aussi, on a participé à ça. Ouais. Bon, eux, ils le font déjà, parce que ça s'enseigne dans les universités. Mais il est temps que les nôtres puissent, ceux qui n'ont pas accès à certaines informations, puissent le savoir. OK? C'est très important. Donc, le 19e siècle. Vous devez savoir que l'historiographie du 19e siècle a effacé la diversité raciale. Ils ont fait une réunion de famille. Ils ont dit on va tout effacer. On va tout effacer. Voilà, c'est tout. Parce qu'on a décidé. On est des blancs, ils sont des noirs. Non, on ne veut plus. On veut plus. Donc, dans les livres, cher parmi, la population noire gravée dans les bouquins ont été brûlés. Certains ont été gommés pour réécrire l'histoire. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle l'idéologie nordiciste et coloniale. Parce qu'il y avait maintenant des peuples, les blancs se sont mis dans une position, les noirs qui étaient là depuis des millénaires, il fallait les effacer. C'était atroce, puisque, comme vous le savez, le fait que l'esclavage est passé par là aussi, donc au 19e siècle, notre peuple va subir quelque chose de tragique. Voilà. Donc les révélations historiques effacées, effacement systématique des Noirs dans les bouquins, blanchiment de l'histoire de l'Europe, les savants occultes Champangui sera blanchi, les prêtres de l'ordre Champangui du culte de Thor, que je vais vous montrer tout à l'heure, il a effacé. Ils ont dit Thor, c'est un blanc. Mais non, à l'époque, il n'était pas représenté blanc. Vous serez étonné que Thor est une divinité africaine. Nous l'appelons Shango. Shango est devenu blanc. Shango était un Nigérian. En fait, c'est un Igbo. C'est une divinité africaine. C'est une conscience céleste africaine que les prêtres anciens, Yoruba, oh non, c'est Yoruba, Charles Lampangi, ont donné à l'humanité. Mais sauf que au 19e siècle, lors de l'effacement, lors de la transmutation, lors de ils ont enlevé, aujourd'hui vous connaissez le Thor que vous connaissez, qui est le Thor falsifié. De la même manière que Osiris, de la même manière que Horus, a donné naissance au christianisme actuel avec Myriam, Mary Amon, l'aimée de la source divine unique, le caché, a donné naissance à Marie du catholicisme. De la même manière que l'Égypte a été transmutée en une tradition culturelle, disons, européenne, de la même manière, chers Olampangui, la connaissance ancestrale africaine de l'univers viking avait été modifiée. Ils sont donnés le mot. Alors, il faut que vous compreniez d'abord la présence africaine en Europe du Nord, cher Jonathan Tanguy, c'est une révélation historique multidisciplinaire. D'abord, pour comprendre ça, vous devez d'abord comprendre que l'archéologie, donc les fouilles et les artefacts, confirment ce que je suis en train de dire. Vous avez les temples des Vikings noirs, chers Zolampangui, des analystes des eaux et ainsi de suite. Les sites de Birka, on va en parler, Champangui, tous ces sites-là, dans les fouilles archéologiques, ont prouvé que ces êtres étaient en fait des Kamites, des Noirs. La génétique également, l'ADN, le flux des migrations, la manière dont nous avons quitté l'Afrique pour aller de l'autre côté, tout est aujourd'hui maîtrisé. Alors, cher Jonathan Pangui, vous avez également des marqueurs d'ADN mitochondrial en Scandinavie. Vous savez que les femmes, les mamans transmettent à leurs enfants ce qu'on appelle ADN-MT, c'est-à-dire l'ADN mitochondrial. Donc, en effet, on a retrouvé l'ADN mitochondrial féminine des mamans africaines dans le corps des humains en Scandinavie, un peu partout dans l'univers viking. Donc, l'ADN ancien révélé, c'est-à-dire l'île britannique, Norvège, Suède, tout ça là, on retrouve des Africains. On a déterré les corps, on a testé. Ils ont retranscrit, ils ont dit c'est bon, c'est bon. Mais sauf que ça passe pas à la télé. Parce que ça passe à la télé, il y aura une révolte par rapport à la réalité aujourd'hui. Il y a aussi des travaux dans le domaine de la linguistique, analyse comparative des langues.
OK? Les racines communes afro-européens anciens. Comment la langue africaine a influencé et transmise Champagnat au niveau européen et nordique. Voilà pourquoi je tenais à remercier notre frère Melo, pasteur Melo hein, de l'Angola, qui a fait un travail magnifique sur la parenté linguistique en l'origine latine du Kikongo. Le latin, hein. Origine latine du Kikongo, comment nous avons transmis la langue sacrée aux Européens. Il y a de cela très fort. Et Melo, Pasteur Melo il travaille à l'UNESCO, donc les travaux sont validés par le cercle scientifique, mais sauf que la population, celui qui vend le pain au bout du quartier, n'est pas informé qu'il existe en fait un scientifique dans l'univers scientifique respecté par ses pairs, qui en fait a expliqué comment le latin vient du Kikongo ancien. Et je suis en train de vous dire, il y a des travaux qui expliquent comment les langues de l'humanité ont une seule racine, la racine africaine. Mais puisque je ne suis pas en train de parler de ça, moi j'aimerais d'abord vous montrer pour comment les récits d'Ibn Falan, hein, Fanland, donc récits d'Ibn Falan, de commerçants noirs chez les Russes. Voilà, ça c'est des livres, des documents que vous devez, des récits que vous devez en effet lire. Voilà, de commerçants noirs chez les Russes. C'est des livres souvent que nous avons pas accès parce qu'on ne sait même pas, c'est écrit dans des langues bizarres aujourd'hui, puisque tout le monde est limité au français et en anglais et ainsi de suite. Et puis il y a les textes anciens, les chroniques, les manuscrits que je vais vous présenter, mais ça sera plutôt à l'intérieur parce que je pense qu'il faut que nous puissions approfondir chaque thématique à l'intérieur de la tradition Kibuntu. Donc, préparez-vous pour tous les bancs qui sont à l'école. Ça sera le bonheur pour notre tradition. Donc, en gros, d'abord, la terminologie médiévale irlandaise. Vous savez qu'il y a deux mots très intéressants. Vous avez le mot de Dub Gaëlla et puis le fin Gaël qui veut dire étranger noir et qui veut dire étranger clair. Déjà à l'époque, jusqu'aujourd'hui, dans les langues irlandaises, vous avez en effet des chroniqueurs irlandais qui utilisaient deux termes distincts pour désigner différents groupes de vikings, suggérant une distinction phénotypique réelle. C'est-à-dire, il parlait donc ici de Finn que vous voyez ici, et du dub là, là, voilà. Et le dub là et le Finn hein, qui renvoyaient en effet Champagne à deux types de hordes de vikings. Et c'est très intéressant, c'est dans la linguistique de cette réalité. Il y avait des vikings noirs et il y a des vikings clairs. En gros, des étrangers noirs et des étrangers clairs. Alors, cette distinction textuelle offre un aperçu précieux et l'épargné des perceptions médiévales et des interactions culturelles complexes, puisqu'en effet, nous pensons tous que les vikings étaient les occidentaux blancs. Alors qu'en effet, même dans la... Alors, moi, j'aimerais que vous tapez sur Internet, pendant que je vous parle ici, du dub, Gaël, à la prononciation. Et il faut demander aux Danois et aux... voilà. Et puis, vous avez le fin Gaël ici. Les deux, vous tapez sur Internet, vous serez étonné, en effet, que c'était pas ce que nous pensons aujourd'hui. Nous avons également des terminologies en vieux norrois de ce qu'on appelle le blamarde. C'est-à-dire qu'en effet, le guerrier blamarde, témoin de contact direct, c'est-à-dire qu'il a existé des vikings blamardes qui naviguaient autour de la planète. Ils sont partis de l'Afrique. Voilà, présence attestée dans les sagas, même dans les sagas, les livres écrits dans le monde nordique, on parle des blamards. Les blamades, là, que vous voyez, blamadaires, là, ce sont des anciens noirs d'un ordre de guerriers qui naviguaient autour de l'univers nordique pendant des siècles. Voilà. Donc, prenez le temps également ici de comprendre qu'ils commerçaient, ils faisaient les commerces, ils naviguaient. Vous voyez, les cartes que j'ai pu, voilà, partout, ils faisaient la terre. Donc, lorsqu'on vous dit, écoutez-moi bien, parce qu'il y a un débat aujourd'hui, vous savez qu'il y a un documentaire des recherches scientifiques qui prouve que les Vikings étaient arrivés en Amérique avant Christophe Colomb occidental. Le débat est là. Sauf que ces Vikings-là qui sont arrivés en Amérique, c'est des Kamites. C'est pour cela qu'en Amérique, une fois qu'ils sont arrivés sur le continent américain, lorsque le grand-père de Mansa Moussa arrive en Amérique, il trouve un peuple qui est déjà là-bas,
Champagny, qui avaient la même forme que nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, l'univers nord-américain, l'univers du continent américain a été découvert par des Vikings avant les Occidentaux, avant les Christophe Colomb. Mais c'était des Vikings kamites. Ça, c'est chaud. Hein? Et il y a de la documentation là-dessus. Les blamadaires, là, que vous voyez. C'est des guerriers, mais d'un autre ordre. Champagny, ce n'est pas pour rien que certaines personnes ne veulent pas que nous puissions nous réanimer. Parce qu'en fait, notre histoire n'est pas ce que vous pensez. Puisque vous avez un peuple, des guerriers qui naviguaient dans les océans, qui détenaient le pouvoir africain, avec des gens comme les Moussa Moussa, des gens qui maîtrisaient de l'or, la métallurgie. Et puis, on a réussi à nous calmer, à nous bastonner, puisqu'on a perdu la guerre. Et va la bataille, puisque le combat continue. Il y a des rounds. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres savent ce que nous étions. Nous ne savons plus ce que nous étions. Dans Recherche de Champangui, vous avez des preuves artistiques sur Champangui, des bateaux, des navires d'Oseberg. Voilà, vous tapez sur Internet le navire d'Oseberg comme ça. Et sur ces bateaux-là étaient gravés Champagny, les têtes des Vikings noirs. Ouais. Sur la coque du bateau, vous avez, comme des statuettes comme ça, des Vikings, des traits phénotypiques africains distincts. Donc, ils ont retrouvé des navires de ces bergs avec les têtes des nôtres. C'est-à-dire que les grands marins, ils ont laissé leur tête là, sur du bois. Alors, pour comprendre cela, il y a un monsieur, il s'appelle Clyde Winters, qui a identifié cela comme preuve d'une population de marins noirs intégrés à la société viking, puisque les bateaux retrouvés ont la tête de ces êtres-là comme étant des guerriers qui pilotaient leurs bateaux. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec vous ici? Vous allez, pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, aller sur Internet, vous cherchez en fait Clyde Winter, là, vous voyez là. Et lui, Champagny, il est spécialiste de l'univers noir les noirs dans le monde viking. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Comme je vous ai dit, ça s'enseigne, ces choses-là. Donc, il parle en fait ici des artefacts. En fait, le navigue d'Oseberg en Norvège au 9e siècle. Né épaté, parce qu'il regarde les statuettes qui étaient gravées sur les bateaux et la lèvre, comme vous savez, de notre peuple. Donc, les sculptures élaborées du navire représentent des navigateurs et Winter identifie des traits phénotypiques distinctement africains dans ses portraits. Et ils avaient des cheveux crépus, bon bref, vous savez. C'est pour cela, peut-être que vous l'avez constaté, la majorité des Vikings étaient des Rastas. Et maintenant, dans les films Vikings, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait des blancs avec des Rastas. Comme dans l'Égypte ancienne, on nous fait les Occidentaux avec des Rastas. Vous suivez la bêtise. Mais vous comprenez bien qu'en effet, les pharaons, que ce soit du Soudan, vous savez bien qu'il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. On est d'accord? Il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Est-ce que vous avez déjà vu un film réalisé par Hollywood sur les pharaons soudanais? Non. Ça remet en cause l'idée sur laquelle les pyramides d'Égypte. Et pourtant, il y a plus de pyramides au Soudan. Si on réalise des films sur le Soudan, on est obligé de représenter la lignée de Tark, hein, notre grand-père, Nkaka Tarka, ou de Pienki. Voilà des gens comme ça, les Pienki, les Tark, qui ont gouverné l'Égypte et le Soudan. Mais il n'y a aucun film, aucun documentaire. Ils attendent les futurs descendants de l'ordre sacré de Kimuntu qui auront des moyens financiers pour réaliser tel film, parce qu'on n'a aucun film aujourd'hui documentaire sur Pienki. Le mec a dirigé le Soudan et l'Égypte. Il n'y a aucun film sur lui. Ça veut tout dire. Vous savez, hein? C'est la même chose au niveau Champangui des navires d'Oseberg et le drakkar noir. Le drakkar, c'est-à-dire que les Kamites, les Ménanodermes, étaient des pilotes des navires de guerre dans l'univers viking. Et le travail de Clyde Winters, que vous allez chercher, je pense que vous allez vous intéresser à ces travaux, nous montre en fait que ces représentations contemporaines de l'âge viking contrastent avec l'imagerie médiévale, tardive et romantique qui a blanchi le passé scandinave. On a blanchi les vikings.
On a laissé les afros, mais sur la tête des êtres, dans les cheveux ne sont pas crépus. Il y a des structures crépues, ils les ont coiffés, ils les ont coiffés, ils ont mis des chapeaux. Ah oui, ils sont également, en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler, en train de faire la même chose dans les temples égyptiens, les pyramides égyptiens, dans certains temples égyptiens, parce qu'ils disent c'est pour la conservation. Ah, ils blanchissent les images égyptiennes. Puisque là, je ne vous parle pas de l'Égypte, on va aller dessous. Dans cette réalité viking, vous avez le témoignage d'un chercheur, un scientifique, un intellectuel romain, Tacite. Peut-être vous le connaissez. Alors là, Champagny, vous devez taper en fait les silures. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'eux. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler des silures? Des silures, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tacite a écrit dans ses travaux l'existence d'un peuple en Europe qu'on appelait les silures. L'historien romain Tacite, 80 après Jean-Claude, décrit les silures du sud du pays de Galles avec un teint basané. C'est ce qu'on appelle ici le Colariti, là. Ouais, le Colariti vultus. Donc, un teint basané. Et des cheveux bouclés, le torticrine. Il le met dans les bouquins. Il explique en fait ce que vous appelez les Celtes. Celtes. Ils avaient, d'après Tacite, la peau comme ça et les cheveux comme ça. Ça est dans un bouquin. Ça s'enseigne dans les universités. Donc, vous prenez votre temps, prenez votre Google, vous tapez Tacite, les silures. OK? Et il est distingue clairement des populations germaniques et suggère une origine africaine ou ibérique. Parce qu'on se rendait. C'est la même manière avec les Colchidiens. Vous vous souvenez dans les livres d'Hérodote, Cheikh Anta Diop nous l'a livré lorsqu'il était là, que dans le livre d'Hérodote, et on est parti checker, nous tous on a vu ce livre-là, il est expliqué que les Colchidiens, Champagny, en Europe, étaient comme Champagny, les silures. Regardez, c'était des Kamites, mélanodermes, cheveux crépus. Mais ils sont en Europe. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font en Europe? Les gens se disaient même que non, il y a eu un pharaon égyptien qui avait mis une base militaire parce qu'ils ne comprenaient pas comment les Colchidiens pouvaient être afro, mais ils vivent en Europe. Comme les silures. Sauf que les silures, Champagny, sont les Celtes. Les Celtes. Bon. Donc, en gros, les observations antiques, le témoignage de Tacite, le romain, qui est connu, hein, c'est le père de l'histoire romaine, hein, ce n'est pas n'importe qui Tacite, ok? L'historien romain décrit ainsi les Silures, un peuple de pays de Galles. Le peuple de pays de Galles était rempli des Celtes Kamites. Donc, les visages colorés, les cheveux bouclés, Tacite postule une origine ibérique ou pour ce peuple. Parce qu'on ne comprend plus. On dit, mais ce n'est pas possible. Dans la géographie antique, l'Ibérie était souvent vue comme un pont direct avec l'Afrique, suggérant une continuité de population le long de la façade atlantique. Donc, Mesonapangui, à côté les Silures, parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit, il y a la documentation, mais comprenez-moi bien que je vais approfondir cela plutôt à l'intérieur de la tradition Congo pendant les conférences Pierre Zonapangui avec vous. Aujourd'hui, nous sommes pour le mois de notre peuple, notre communauté, le mois qui a été consacré. J'aimerais vous parler de la dame au bracelet d'ivoire. Ah, vous allez dire, qu'est-ce que cette femme-là fait là? Ah, celle-là, c'est une viking. Ah, révélation historique. Bon, 4e siècle, à York, bon, en Europe, à York, 1901, membre de l'élite sociale romaine britannique, enterré avec des objets de luxe coûteux. On a découvert en 1901. Elle, c'est le 4e siècle. On a enterré. En 1901, on a découvert le corps. Alors, la dame que vous voyez qui est connue dans l'histoire, on a l'histoire connue intellectuelle, est une viking, mais puissante. On a déterré son corps. On a ouvert le sarcophage. On a retrouvé des bijoux exposés dans les musées en Europe. Sarcophage, regardez le sarcophage de pierre. Oui, et regardez les symboles de la géométrie sacrée gravés qu'on retrouve dans les Makoko Matatu, pour ceux qui font le Kinshasa au Congo, mais retrouvés dans le sarcophage viking. Et on dit non, c'est le triquetras est viking. Mais oui, on a ouvert la tombe, on a retrouvé, on appelle la dame au bracelet d'ivoire.
Alors, mes Pangui, vous devez comprendre une chose, c'est que pour comprendre l'histoire de cette dame, le visage de l'élite, la dame d'ivoire de York, il faut lire un article publié par Lynch et ses amis, des vrais scientifiques d'un autre niveau, dans Antiquity, en 2010 seulement. En 2010, ils ont fait un article. Ils ont fait un article, parce que ça énerve. Comment les Vikings pouvaient enterrer quelqu'un dans un sarcophage avec... Et puis, c'est une camite. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Et la découverte donc à York de cette femme de haut rang du IVe siècle a été enterrée avec des richesses exceptionnelles dans le bracelet de l'ivoire. L'un des bracelets en ivoire retrouvé dans la tombe. Et nous savons bien qu'à York, il n'y a pas des éléphants, il n'y a pas des éléphants. Et nous savons bien que la Côte d'Ivoire est en Afrique. Le Ghana est en Afrique. Qu'est-ce qu'une viking fait? Bon, bref, il y avait des commerces, des peuples, des commerçants, mais ça, je vais revenir dessus. Donc, les analyses craniométriques et isotopiques révèlent une ascendance mixte. Parce qu'on a checké la dame, on voit qu'elle était métissée, noire et blanche. Bon. Elle a probablement grandi dans un climat méditerranéen, donc au nord de l'Afrique, parce que n'oubliez pas que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il n'y avait aucun arabe ni aucun blanc. La Libye, la Libye. Ah oui, je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Je pense que cette année, je suis vraiment chargé d'énergie. Là, je suis au Congo. Donc, on va essayer de voir l'histoire des peuples méditerranéens. On va voir ça. Parce qu'il faut qu'on voit lesquels vivaient là. Laissez l'Égypte, il y a déjà mes frères qui s'en occupent. Parce qu'il y en a des frères kamites qui s'en occupent. Maintenant, Champagne, les autres territoires au nord du Maghreb, on serait étonné qu'il n'y avait aucun arabe là-bas. Non. Le peuple qui vit là-bas serait étonné chez Champagne. C'est vos cousins qui ont été décimés ou métissés. Et non, je ne vais pas vous apprendre que Champagne, dans ces pays-là, il y a aussi des Noirs jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup vont vous dire que ce sont des esclaves. Pauvres de nous. On nous trouve sur un territoire, on fait de nous des esclaves. Mais bon, bref, on va revenir dessus. Donc, Charles de Lampangui, une preuve irréfutable de mobilité sociale et géographique élevée pour les femmes ascendantes africaines dans l'Empire romain. Parce que n'oubliez pas que nous sommes au IVe siècle, c'est Rome domine la terre, ok? Et elle est big boss. Alors, je vais d'abord vous faire une petite pause ici parce que je me dis, cher Zolampangui, peut-être que il sera important que je vous montre quelque chose en passant parce que vous dites, mais non, mais alors, je vais ouvrir un fichier. J'ai préparé pour vous beaucoup de fichiers, mais on ne peut pas tout voir déjà. Je vais prendre par exemple, je prends la version originelle voilà, de l'article. Voilà, la version originelle de l'article. Et je vais mettre la version française que j'ai traduite par DeepL également. Voilà, comme ça. On aura les deux articles côte à côte pour voilà, faciliter. Voilà, je repars sur notre espace, partage écran, et là, je prends ça et je... Très bien. Parce que, tu dis, mais comment se fait-il que euh, tu nous parles... voilà, voilà, ça charge, hein. Comment se fait-il que tu nous parles... Voilà. Alors, je vais agrandir un peu pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, nous sommes à l'université de Reading, pour ceux qui connaissent. C'est un article, publication. Alors là, je ne parle pas d'émotion. Je parle d'un article scientifique publié à l'université. Donc là, ce n'est pas un débat sur oui, mais non, non, non. L'article est publié, lu par les pairs. Et le titre de l'article ici, regardez, c'est, alors je vais l'agrandir, ça c'est la version que je vous ai fait en français. C'est le même article, hein, OK? Donc, une dame d'York, donc la dame d'York, migration, ethnicité, identité dans la Grande-Bretagne romaine. Donc, l'article a été réalisé par Lynch, vous voyez Lynch là, et ses amis, tous ces gens que vous voyez là. Donc, le titre de l'article, c'est la dame d'York, migration, ethnicité, et ainsi de suite. Et puis ici, nous avons en effet, voilà, ça c'est une dame de York. Hein. Donc là, c'est la carte. Vous voyez la carte là, Londres est ici, York est là. Vous voyez. Et donc, on a retrouvé le corps de cette femme, on a déterré cela. Alors, il faut comprendre que ici, ils ont fait une étude. Les méthodes d'analyse modernes appliquées au cimetière ont souvent été utilisées dans nos pages pour suggérer
des généralités sur la mobilité et l'alimentation. Mais ces mêmes techniques appliquées à un seul individu associé aux objets funéraires et aux rites funéraires peuvent ouvrir une fenêtre particulière sur le passé. Ici, les auteurs d'un projet multidisciplinaire utilisent une combinaison de techniques scientifiques pour éclairer l'histoire de York à l'époque romaine et plus tard l'histoire romaine en général à travers l'image d'une femme métisse. Ils sont obligés de mettre métisse, mais bon, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui était enceinte et qui n'était pas, vous avez compris. Donc, à travers l'image d'une femme métisse, glamour, parce que c'est quand même une big boss, c'était très riche, vous allez voir, en contact avec l'Afrique, le christianisme, Rome et les workish. Elle n'est pas esclave. Elle n'est pas esclave. Alors, cher Pangui, alors je vous mets le titre en. Voilà, pour ceux qui veulent l'article, écrivez à la Fédération Kimoto Internationale. J'ai mis en place tous les articles que j'ai utilisés pour ce Kaboula pour que vous puissiez le lire. Vous le traduire via DeepL pour ceux qui ne lisent pas l'anglais et vous allez avoir cet article. OK? Donc, je ne vais pas. Voilà. Voilà. L'article est très, très intéressant. Charles Pangui, la dame au bracelet en ivoire. Voilà. Bon, l'évaluation généalogique médico-légale, ainsi de suite, a découvert qu'en fait, elle est viking. Et puis, Charles Lampangui, on a retrouvé en fait à l'intérieur de sa tombe, et la tombe, c'est la carte, il explique un peu par rapport à la ville de York. Et puis, juste en bas, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait tout ça. Donc, je vous parle des choses du 4e siècle. Hein. Donc, au 4e siècle, il y a une dame qui, en effet, avait dans sa tombe des choses, mais à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que ça existait. Comme quoi, le monde d'avant n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, mais puisqu'on nous dit qu'on a évolué, alors qu'on a régressé, mais ça, des choses qu'on va parler plus tard. Alors, il s'agit notamment des bracelets, des boucles d'oreilles, des pendentifs et perles en jaille et en ivoire d'éléphant. On a également trouvé une cruche en verre bleu, c'est ce que vous voyez ici, une cruche en verre bleu qui contenait probablement des cosmétiques ou des parfums, ainsi qu'un miroir en verre. Donc, la richesse de la dame au bracelet d'ivoire est évidente, non seulement dans le cercueil en pierre et la qualité et la quantité des objets, mais aussi dans leur provenance diverses, parfois exotiques. Alors, si vous voulez comprendre d'où viennent les produits là et d'autres produits qui n'ont pas mis dans l'article ici, il faut lire l'article qui est juste ici là. Pour ceux qui sont certifiés parmi vous, vous savez comment télécharger un article en ligne. Cela inclut l'utilisation de l'ivoire, un matériau rare dans la Grande-Bretagne romaine. Voilà, l'article explique que l'ivoire, ce n'est pas un matériau, voilà, l'article est là. Bien qu'il a été trouvé dans le cimetière voisin découvert lors de la construction de la gare ferroviaire des années 1870, et ainsi de suite. Si l'éléphant symbolisait l'Afrique dans la pensée et la romaine, Bella a écrit l'article pour expliquer l'éléphant, le totem de notre continent. Il n'est actuellement pas possible de faire la distinction entre l'ivoire d'éléphant africain et asiatique. Mais ça ne vient pas de l'Europe. Bon. Et aucune distinction de ce type n'était faite dans l'Antiquité. Donc, en gros, on ne savait pas si ça vient d'Afrique ou de l'Europe. Mais elle est camite. Vous comprenez? Alors, il y a aussi l'ascendance. Hein. En 1901, lorsqu'on a découvert son corps, peu d'attention a été accordée au reste squelettique inhumé dans le cercueil. Parce que nous étions en 1901, vous savez vous-même, une révélation du ST60 a montré que le squelette est celui d'une jeune femme âgée de 18 à 23 ans. Sa taille a été calculée à l'aide de formules de régression basées sur la corrélation entre la longueur des os et des membres et la stature. L'article publié est là, ok, pour ceux qui veulent s'intéresser. Suggérant une taille de 1,55 mètres et ainsi de suite. Bon, le squelette était gracile et ne présentait pas des marques musculaires prononcées, ainsi de suite, ainsi de suite. Si certains, dès les premières études craniométriques, donc de la tête de Chiampangui, étaient entachés de racisme, parce qu'on ne peut pas découvrir qu'un noir était viking. Attends, vous parlez de quoi là? Donc, ils ont écrit des articles, disent on n'est pas d'accord. L'évaluation de l'ascendance est aujourd'hui une méthode établie en anthropologie médico-légale et fournit des informations supplémentaires précieuses sur l'identité d'un individu. Les méthodes d'évaluation de l'ascendance qui évaluent la morphologie crânienne et faciale, l'article est publié, utilisent traditionnellement des des catégories simplifiées telles que métissé, noir et blanc. Il est entendu que l'évaluation squelettique ne donne pas d'informations sur la couleur de la peau
et qu'il n'existe pas de groupe raciaux clairement défini, l'article publié. Au contraire, les évaluations morphologiques et métriques du crâne nous renseignent sur les variations phénotypiques des êtres humains selon les zones géographiques. Le reste de la femme au bracelet d'ivoire ont été analysés à l'aide des méthodes standards utilisées en anthropologie médico-légale pour évaluer l'ascendance au au cours de l'analyse ostéologique, il a été noté que les caractéristiques faciales de cette femme représentaient un mélange des traits ancestraux noirs et blancs. Le crâne présentait une arête nasale basse, large en fait, vous avez compris, je ne vais pas tout lire, et sa tête est là. On a déterré le corps, on a fait. Lisez l'article. Je vais vous laisser l'article là, c'est juste là, le titre en anglais. Vous lisez l'article. Alors, pourquoi je vous parle de cet article? Pour vous dire en effet que lorsqu'ils ont déterré d'autres corps, parce que c'est un article scientifique, hein, lorsqu'ils ont déterré d'autres corps, on a trouvé en effet d'autres femmes, d'autres hommes mélanodaires. La présence d'un individu probablement originaire d'Afrique du Nord dans la York romaine peut sembler contraire aux idées reçues sur la population romaine britannique typiquement du Nord. Mais les Nord-Africains sont bien documentés dans les archives. Chers amis, lisez. Alors, l'article, si vous voulez savoir comment les Nord-Africains étaient des Noirs. Quand je suis parti voir, j'ai pleuré. Je dis non, mais c'est pas possible. Cheikh Anta Diop nous a réanimés, mais là, c'est trop. Hein, ça dépasse les entendements. Parce qu'en effet, Thompson, 1972 et Berkeley, ça, ce sont des articles scientifiques, vous montrent comment les Noirs vivaient au nord. Tout le nord de l'Afrique était noir. Donc, Thompson dit, oh, mais il y a eu les conquêtes de l'islam qui a fait que les Arabes puissent conquérir les terres du Nord, mais le Nord était peuplé par des Noirs. Lisez les articles scientifiques. Cependant, ces preuves historiques et épigraphiques sont largement antérieures à l'inhumation. L'origine supposée de cette femme constituait donc une preuve rare d'une migration à longue distance à la fin de l'époque romaine afin de confirmer si cette femme était une étrangère qui aurait émigré à Work. Une analyse des isotopes d'oxygène et de strontium a été effectuée. Chez Pangui, ils ont fait le texte d'isotope et de strontium. Lisez. OK, on va tout lire. Alors, je me souviens encore à l'époque, notre grand frère Omotunde nous avait fait sortir un article pour nous démontrer que les Grecs, certains Grecs avaient une relation génétique avec les Noirs. C'est chaud, hein? C'est-à-dire que, en effet, vous allez constater que toute cette zone, ils ont trouvé des corps, mais ils expliquent dans l'article. La dame, après avoir fait les isotopes, elle découvre en fait que c'est compliqué. Chez Zolampani. Bon, la question c'est que on nous dit qu'elle est métisse. Ah, ça aussi, pour vérifier. Bon, bref, on va aller doucement. On est dans le mois des Kami, des Mélanoda. Donc, je vais rester gentil pour vous. Je ne suis pas gentil, non. Ça a toujours été gentil. Mais je vous pousse à réfléchir, Champangui, à les creuser. OK? On est en ligne. Alors, je précise en passant que cette histoire est très intéressante. Donc, la dame au bracelet d'ivoire, bon, il faut lui trouver un nom, on baolé. Il faut lui trouver un nom baolé, parce qu'on ne peut pas l'appeler toujours la dame au bracelet d'ivoire. Il faut le trouver. Donc, les frères ivoiriens, trouvez-nous un nom qu'on va donner à maman, qu'on a découvert, parce qu'il ne faut pas que son âme, voilà. Voilà, donc il y a eu des preuves scientifiques, analyse de chronométrique, dont je vous ai montré tout à l'heure dans l'article, voilà. Et puis Champagny, analyse chronométrique, montre l'ascendant africaine, données isotopiques indiquent une jeunesse en climat chaud, Afrique du Nord, et indicateur de la richesse et mobilité exclut le statut d'esclave, puisque on l'a retrouvé avec ce que vous avez vu, qui est posé dans les musées aujourd'hui un peu partout en Europe. Alors, il y a un autre article que vous devez lire, c'est toujours Lynch, ouais, Lynch là. Il a publié cela en 2009, American Journal Physical Anthropology. Dans l'article de Lynch, et ça vous devez le lire, les Pangui, je vais vous donner l'article tout à l'heure, pourcentage des individus analysés dans les cimetières romains de York, présentant des caractéristiques ancestrales africaines, cher Jolan Pangui, 12%, malgré la présence des Blancs, 12% des cimetières. Et on sait que tous les corps ne sont pas trouvés. L'analyse multidisciplinaire des sépultures confirme une présence noire significative. L'article est publié en 2009. Mes chers Paris, 2009.
des antiquités, dès l'Antiquité, la présence massive des Kamites. Cette diversité n'était pas marginale, mais une composante structurelle de la population urbaine de Grande-Bretagne romaine. Les Noirs étaient pas. On n'est pas. L'Afrique est continent des Noirs, n'est-ce pas? À l'Antiquité, 12% des cimetières. Je ne vous parle pas de la population. On a creusé. Et là encore, c'est en 2009. Ils continuent à creuser jusqu'à aujourd'hui. Imaginez la suite. Donc, il faut donc déconstruire le mythe viking. Le mythe de penser que les Vikings sont des blancs seulement. Non, il est temps que les mélanodermes kamites puissent aussi réanimer les ancêtres. Parce qu'en effet, le fait qu'on ne parle pas de nos grands-parents qui étaient dans l'univers viking et celtique, ils sont perdus dans l'univers invisible. Nous sommes là dans l'humanité, nous fonctionnons et on se dit, oh, nous sommes africains, mais et nos cousins qui ont été massacrés de l'autre côté, ceux qui sont morts dans les batailles, mais et la technologie qu'ils ont laissée, et la spiritualité qu'ils ont laissée. Non, le Kimundu n'a pas pour but, chers Lamparani, de laisser ça tranquille. Vous savez comment je fonctionne. Donc, il y a un article que vous devez lire de Marc. Alors, cet article-là, est-ce que. Attendez. Donnez-moi 2 secondes parce que l'Empangui. Alors, si j'ouvre l'article. Voilà. Je vous partage l'écran seulement. Et je vous fais confiance. J'espère que vous allez aller lire. Donc, partage écran. OK. Je viens de partager l'écran. Et puis, je vais voir si l'écran est partagé. Voilà, l'écran est partagé. Alors, je vais agrandir un peu parce que je vois que c'est un peu flou. Le titre là, je vais agrandir un peu. Population génomique of the Viking World. Bon, j'ai parmi l'article que vous voyez là a été écrit par tous ces gens-là. Vous voyez tout ça? Ça là, tout ça là, ce sont les chercheurs. Ils ont fait leur réunion des familles. Ils ont fait leur réunion des familles. Ils ont écrit un article. Voilà. Pour le lire. Ici, on parle génétique structurelle des Scandinavies. Il vous parle de toutes ces choses. Vous devez le lire. Et dans l'article, 400 dans l'article, 422 squelettes vikings a bouleversé notre compréhension de cette ère. L'article est là. Hein? Vous n'avez pas dit une soit dit, non, lisez l'article. Les flux génétiques, d'abord, important apport venant du Sud, l'Afrique et de l'Est de l'Europe également, ainsi que d'Asie. Il n'y a pas que des Blancs. 422 squelettes qui montrent l'identité contre la génétique. Ils ont conclu dans l'article que Viking était une identité de métier. Donc, nous, quand on dit Viking tous les jours, là, on pense qu'il y a une grâce, comme si les Blancs, les Vikings, ils sont. Non, 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 non. C'est plus compliqué que ça. Il y avait beaucoup de groupes, beaucoup de groupes qui se mélangeaient chinois. Oh, oui, lisez l'article. Donc, était une identité de métier, pas une race. L'image du guerrier exclusivement scandinave et blanc est biologiquement inexacte. Vous comprenez? Ce qui veut dire que c'était un peuple mélangé, mais il y avait beaucoup de comme on venait de voir tout à l'heure. Donc, les marqueurs ancestraux britanniques sur lesquels on a fait des recherches, les recherches du professeur Brian Skill. Brian Skill, là, de l'université Oxford University, nous enseigne, en effet, j'aimerais que vous tapez sur votre Internet, Google, le professeur Brian Skill. Mon but, c'est que vous puissiez aussi aller faire vos propres investigations. Okay? Au-delà des immigrants, des migrations romaines, la génétique moderne revêt des liens plus profonds. C'est-à-dire, il a développé un concept des Black Celtes et des Black Irish. Vous savez que quand vous tapez, non, on va taper ça. On va taper parce que vous là, parce que je vous dis de taper, peut-être que vous ne tapez pas et que vous prenez ça comme parole d'évangile. On n'est pas à l'église, ok? Il faut qu'on tape Black Irish. Et vous serez étonné qu'en effet, peut-être que vous ne savez pas, mais ça, il faut que je vous le dise. Aux États-Unis, euh, aux États-Unis, attendez.
Ok. Attendez. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a un peuple qui est détesté, en effet, un peu détesté, un peu détesté. En Europe, qu'on appelle les Irlandais. Vous allez comprendre une chose, c'est que les Irlandais, on les appelle les Noirs. C'est comme une injure. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, 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 non. Si je ne trompe pas, Obama est irlandais, hein? Il est irlandais. Pépé Trump, Pépé Trump. Bon, bref, regardez. J'ai tapé ici Black Irish. C'est maintenant en anglais, je voulais prendre ça en français. Regardez. Ça veut juste dire des Irlandais, vous suivez, avec des traits qui ressemblent à ceux du Sud. C'est délire. Cheveux noirs, les yeux foncés, la pommade et des formes de tête similaires aux gens d'Europe du Sud. C'est-à-dire que, en fait, c'est des délires, hein? Les Irlandais noirs. Mais attends, il y a des Irlandais noirs. Oh, mais je pensais que là-bas, il n'y a que des blancs en Angleterre. Donc, malgré le métissage, regardez, vous voyez ici, là, en Amérique, le terme black et riche est utilisé pour décrire les rich people qui, en fait, sont de la Méditerranée, ainsi de suite, nordique. En fait, le problème, c'est que j'ai découvert même dans mes recherches que les Irlandais, on les injure, on les considère pas comme des blancs. En fait, il y a des blacks pas bien dans le monde. Vous suivez? C'est-à-dire que les Irlandais noirs, quelqu'un, Irish Black là, Charles Lampang, c'est un sujet très sensible. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Comment oh non, qui étaient les Irlandais noirs? Comment c'est les Irlandais noirs? Nous, on est pour nous en Afrique. Et puis, j'espère que parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas informés que on parle des Irlandais noirs. Mais je vais vous montrer d'où ça vient. Ça là, vous allez voir. Vous serez choqués. Donc, on dit que non, ils ont la tête de noir. J'ai même vu une vidéo d'une femme. Est-ce que je peux trouver la vidéo? J'ai vu la vidéo d'une femme sur YouTube. Voilà, ils expliquent que non, ce sont des noirs avec des yeux bleus, des choses. Je dis non, mais il y a quand même une injure derrière. C'était raciste parce qu'ils ont la bouche. Regardez, irlandais dark. Donc, ils ont la bouche comme des noirs, le nez comme des noirs, et il fallait les blanchir. J'ai dit, attendez, pendant que je dors, moi, tout le monde, je fais, je suis en train de dormir, il existe dans ce monde un combat des Irlandais, les Black Irish, qui en effet, ont été forcés à être métissés. Et lorsqu'on les représente, on représente les gens afro, les nez, ouais, les gros nez, machin. On dit, vous n'êtes pas des blancs. Débat. Vous n'êtes pas des blancs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, je salue mes frères irlandais. Je salue déjà. Même si, cher Zolampani, c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. OK? Maintenant, donc, pour comprendre ça, lisez les travaux de Brian Skis, de l'Université d'Oxford. Alors là, je vous mets sur une piste scientifique pour toucher. L'Université d'Oxford, ce n'est pas l'université quelque part en Afrique. Hein? Nous sommes en Grande-Bretagne ici. Là. Les Black Celts également, ou les Black Irish, Champagny, Skis a identifié la persistance des marqueurs génétiques africains chez les populations britanniques autochtones. C'est pour cela qu'on dit que non, l'ancêtre des Britanniques était noir. Hein, il y a un débat là, ce National Geographic a fait un documentaire pour dire non, notre premier était noir. Bon, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, vous tapez sur Internet l'ancêtre des Britanniques, des Anglais. Bon, l'ancêtre des Russes, c'était résolu à l'entendre. Et là-bas, il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont mis la tête de grand. Bon, c'est un kamik. Le débat est fini. On est en Europe ici, Europe du Nord. Cela suggère des vagues de migration anciennes, remontant à l'époque romaine et potentiellement au-delà, intégrées dans le génome insulaire depuis des millénaires. Puis on retrouve les marqueurs africains. Et on retrouve le nez là-bas. On dit, mais pourquoi les Irlandais ont les traits africains alors qu'ils ont la peau blanche? Et là, on dit, non, c'est des Black Irish. Cher Jonathan Pangui, alors, on est rentré dans une phase de l'histoire où tout a été traumatisé. Il y a un article que j'aimerais que vous puissiez lire également. Ici, l'invention des races en Europe, Middle Age, c'est publié en 2018 à peine par Géraldine Ng. Lisez l'article. Lisez l'article. Copiez ça en français. Tapez sur Internet, lisez-moi l'article. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Ils ont inventé le racisme. Le racisme était inventé au laboratoire. Ils ont fait une réunion de famille. Ils ont dit, bon, on va nuire un peu. Là, pourquoi vous allez voir que dans la période des réalités médiévales, lorsqu'ils représentaient leur petit Jésus blanc, je pense que vous voyez ici, là, avec Marie Blanche, ils disaient que non, il y avait un représentant noir qui venait pour. Voilà, il y avait les trois mages. Vous vous souvenez de l'histoire des trois mages? Ils mettaient quand même un noir dedans. Dans le révisionnisme victorien, vous allez voir que dans les tableaux européens, il y a les trois mages, mais il n'y a pas un noir. C'est-à-dire le racisme spirituel ou religieux, ça existe. Pourquoi avons-nous ici blanchi l'histoire? Géraldine Ring démontre que l'article est là, hein, dans l'article de l'invention des races en Europe au Middle Age, il dit on a blanchi, donc le blancheur, comme norme ethnique est une construction a priori, a posteriori. Au Moyen Âge, l'identité se définissait par la région et la religion et le statut, non pas par la biologie moderne. Mais après, chers Lampagny, ils ont quitté ce qui faisait sur la religion et le statut social, ils ont mis la biologie. Donc, il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Et les inégalités de race, comme vous savez, comme Cheikh Anta Diop est venu nous aider à comprendre avec bonheur. Chers Lampangui, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les Fomorians. Les Fomorians, vous tapez sur Internet, vous allez voir, à l'époque, ils étaient considérés comme des géants noirs de l'histoire oubliée. On n'en parle même plus. Aujourd'hui, quand on représente les Fomorians dans le monde celtique, on met des géants noirs moches. Vous comprenez, avec le nez bizarre, machin, machin. Alors qu'une mémoire historique d'une population de navigateurs noirs qui dominaient les mers du Nord. Et leur domination dissimulée est ici révélée dans l'or et la vérité. Et vous devez savoir qu'en effet, il existe des articles scientifiques qui parlent des Fomorians. Et les Fomorians, c'était des navigateurs noirs qui dominaient l'océan. C'est pour cela que vous serez étonné qu'en effet, Poséidon, Charles Olampagui, dans le monde grec, était un kamite. Et parce que dès les Nordiques, il était considéré comme kamite, le maître de l'eau. Ce n'est pas pour rien, Charles Olampagui, le culte de Mami Wata est fait au Bénin et dans le golfe de Guinée et ainsi de suite. En Afrique, les gens savaient qu'il fallait coopérer avec les forces de l'océan. Nous avons dompté les océans des Pagis. Nous ne sommes pas retrouvés en Chine par hasard, comme nous a prouvé Runoko Rachidi, que les Noirs ont peuplé, on se déplaçait pas à pied. Si vous pensez que les gens marchaient à pied, ça c'est votre problème. On est des navigateurs. On a toujours été des navigateurs, mais chers Olampagui, c'est chaud. Voilà pourquoi. J'aimerais que vous puissiez avoir accès. Vous tapez de suite là sur Google. Ogeidjofo Anou. Le nom là que vous voyez là. Vous le tapez sur Internet. Ogeidjofo Anou a un site. Et le site, lui, il parle que des faux croyants. C'est-à-dire que le Ogeidjofo là, il s'est spécialisé sur les marins vikings noirs. J'ai dit à chacun son problème de la vie. En fait, les Fomorians et les ancêtres des Irlandes. Donc, sujet, les Fomorians, antagonistes surnaturels et mythologie irlandaise. Il faut savoir qu'on en parle. À nous, le Ogeidjofo là, explore leur origine couchitique. Et les couchiques, c'est les Noirs, ok? Les Africains, les Kamites, couches. Plutôt que des monstres, parce qu'en effet, dans la tradition aujourd'hui, dans les livres d'histoire d'aujourd'hui, ceux qui sont restés, ceux qui sont maintenant présents, puisqu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas, parce que, soi-disant, on est maudits, ont transformé les Fomorians en des démons. Quand vous voyez dans les films vikings nordiques, on va parler des monstres géants, machin, ouais, ouais. Quand vous regardez le Seigneur des Anneaux, vous voyez les grands géants là, avec qui se déplacent, bon, tout ça là. On a dit c'est moche, c'est pas bon. Enfin, bon, à l'époque, Anneau dit non, 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 dans les livres anciens, ce sont des géants noirs qui gouvernaient en effet l'univers de la navigation. Il serait le souvenir mythifié des marins africains réels installés en Irlande durant l'âge du bronze, nous dit Anneau. Et Anneau cite ses sources. Donc, vous tapez sur Google tout à l'heure, vous le trouvez. OK. Le mythe comme archive migratoire, parce qu'en effet, c'est devenu comme un simple mythe, parce qu'en effet, c'était une histoire qui ne plaisait pas à certaines personnes et qui ne plaît pas à certaines personnes. J'aimerais vous parler de la princesse Scotta. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Scotta, la princesse Scotta de l'Égypte ancienne. Ah, j'ai dit non, j'ai retrouvé les traces de la princesse Scotta en Irlande.
Et pourtant, depuis que je suis dans la pensée panafricaine kamite, on fait des recherches, aucun livre, même de chez Anta Diop, ne parle de cette princesse. En fait, la princesse Skota. Et maintenant, alors, tout le monde est écrit sur elle. Des bêtisiers, des escrocs, des... Voilà. Mais on l'appelle Skota, la princesse égyptienne. Alors, il faut comprendre que c'est elle qui a fait la migration jusqu'en Irlande, selon la légende. Parce qu'en fait, c'est une légende. Il y a une fille égyptienne, princesse Kota, fille d'un pharaon égyptien. Certains soupçonnent que c'est la fille de Nefertiti, qui en fait a fait l'excursion planétaire, donc connaissance ancestrale technologie pour aller transmettre en Europe. Et Skota, elle, voilà, connexion légendaire, transmission des savoirs, fusion culturelle, voyage transocéanique. On dit qu'elle est arrivée en Irlande, à l'arrivée. Elle s'est installée et, Chiapagui, elle est à l'origine des peuples. Alors, vous comprenez que lorsque les Irlandais considèrent que c'est une princesse égyptienne qui a donné naissance à leur civilisation irlandaise, à leur culture irlandaise, parce que ce sont les descendants de la migration, voilà pourquoi ils ont des traits égyptiens. Et lorsque je parle égyptien, je m'aurais utilisé le vrai mot, les Kamites, pour qu'on se comprenne aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que malgré le métissage bien après, ils expliquent, mais puisque l'Occident avait décidé que les Égyptiens étaient des Blancs, donc les Irlandais disent, mais c'est pas, ils se grattent la tête. Parce qu'ils se disent, mais attends, si ce côté est blanc, blanche, pourquoi on a des traits que nous avons? Pourquoi on est comme ça? Traumatique. Ah non, 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 vous êtes des démons. Ah, vous êtes des démons. Et c'est des problèmes. On ne les aime pas beaucoup. Alors que c'est un peuple divin, supérieur, spirituellement connecté, parce qu'en effet, ils ont des patrimoines dont ils disposent. On va en parler plus tard. Alors, pour ce qui concerne la princesse Skota, attendez, je vais essayer, essayer quelque chose. Donc, je reviens sur... voilà, je reviens ici, là où j'étais tout à l'heure. Je vais en effet taper princesse. Alors, euh, parce que princesse Skota, je l'ai essayé tout à l'heure déjà, et c'est connu, hein. Vous comprenez que il y a un débat. Elle est égyptienne, et puisqu'elle l'arnaque dans le monde, regardez. Lorsque vous prenez ici la princesse Skota, vous allez voir qu'il y a des livres qui représentent princesse Skota comme ça. Vous voyez, princesse Skota, égyptienne en exil. Sauf que elle est aussi blanchie. Donc, ce côté est connu. Mais le débat, c'est que puisque l'Occident a décidé que tout ce qui vient d'Afrique était, quand tu sors de l'Afrique, tu deviens blanche, on la blanche. Il y a des stèles où elle est noire, voilà. Ouais, Queen Scota. Quand vous regardez partout, Queen Scota, elle est là. Avec des traits là que vous voyez là. L'Occident a réussi à la blanchir. C'est pas- Elle est comme ça. C'est ça qu'on montre aux enfants. Regardez comment la statuette est ici. Regardez ses lèvres. Regardez sa tête. Regardez ses tresses. Non, non, on ne veut pas de tresses. On a, vous avez compris. Donc, vous voyez là, son histoire, voilà, Queen Scota, je ne sais pas si vous voyez là. La Queen Scota, son histoire, c'est quoi? Alors, je vais faire un chop-chop là. Ils sont même allés dire que c'est la fille de Moïse, c'est la fille de Moïse. C'est forcément Moïse qui l'a mis au monde. On ne peut pas accepter que la princesse Scotia égyptienne soit une Camille. Mais regardez, une égyptienne princesse de préhistoire irlandaise. Les gens en parlent, il y a des documentaires là-dessus. Donc, si vous n'avez pas vous prenez le courage d'aller écouter. OK? Mettons sous-titré, vous allez découvrir l'histoire d'une princesse égyptienne, Scotia, connue dans le monde, qui en effet est à l'origine des descendants, bien sûr, de l'Irlande. C'est fascinant de voir ça. Et ça s'enseigne. Hein, il y a alors, si vous mettez ici le livre, par exemple, sur elle, il y a des livres qui ont été rédigés. Il y a beaucoup, Scotia, regardez, il y a des livres qui ont été rédigés sur elle. Le débat aujourd'hui, c'est que, voilà, le débat aujourd'hui, c'est que l'histoire de Scotta n'est pas connue. Vous comprenez? Vous devez apprendre à comprendre cela. J'ai voulu vous parler de ça pour rendre hommage, en fait, à nos ancêtres, hein, pour dire aux nôtres que, attention, vous avez en effet des livres de l'univers de la, voilà, Queen Scotta.
pouvez vous intéresser à elle. Mais c'est elle qui a fait cette migration, la fameuse migration, et elle s'est retrouvée en effet en Irlande, et les Irlandais la vénèrent. Mais puisque l'Égypte est devenue blanche, on la met blanche un peu partout. Alors que Skota, en fait, de l'aveu de tout le monde, est une conscience, en effet, est un être qui vient d'Égypte, c'est une princesse égyptienne, et le débat ici, c'est de savoir qui est son père. Et si vous prenez, alors, est-ce qu'il y a Wikipédia quelque part? Ouais. Si vous prenez n'importe quel, par exemple, Wikipédia rapidement, on va vous dire que non, selon la mythologie, est le nom donné dans la mythologie celtique, irlandaise et écossaise à la fille légendaire d'un pharaon d'Égypte qui serait à l'origine de la lignée des Galles en Irlande et en Écosse, avec des invasions par les Scots, voilà, Scots d'Argyll et de la Calédonie, région qui devient par la suite l'Écosse aujourd'hui, et ainsi de suite. Vous allez voir, par exemple, dans l'ouvrage Scotta égyptienne, comme pharaon d'Égypte, s'appuyant sur la version. Lisez. Je vous montre tout simplement qu'en effet, dans votre peuple-là, dans notre peuple en question, vous avez par exemple cette histoire qui n'est pas vraiment connue des nôtres, où on vous parle d'une princesse égyptienne ou qui a fait la migration. Que ce soit la mythologie ou la réalité, vous comprenez que les Irlandais sont les Écossais, les Irlandais sont physiquement là devant nous. Sauf que eux, dans leur tête, ils disent nous sommes les Égyptiens parce que la Queen Skota est venue, nous savons. Mais sauf Queen Skota, quand tu prends chez Skota Job, est une camite. Et donc, lisez la même Wikipédia, on dit l'égyptologue pense qu'elle est la fille de Nefertiti, parce que Nefertiti, à Kenaton, a eu un enfant, et le bébé en question, l'enfant en question, il devait être protégé, donc elle est partie avec sa délégation du côté de l'Europe, elle a construit une civilisation, et ainsi de suite, qu'on appelle aujourd'hui, en fait, le peuple irlandais, écossais, et ainsi de suite. D'où le mot Scotland. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, c'est chaud pour nous, on est mal barré. Et je précise que vous comprenez, le mot Scotland vient de Scota. Et Scota est noir, égyptien. Je vais revenir dessus parce que j'ai de la documentation, mais ça, c'est des sujets ou conférences spéciales sur Queen Scota. Cher Jonathan Pangui, j'aimerais aussi vous dire qu'en effet, il y a la révélation historique afrocentrée. Donc, les afrocentriques, notre communauté sacrée, la transformation visuelle des dieux vikings. Oui, en effet, aux États-Unis, il y a des scientifiques américains, nord-américains, qui ont fait des travaux extraordinaires pour montrer tout simplement qu'il y a eu l'effacement des traits africains par l'histoire. D'abord, comment les représentations originales et de divinités comme Odin et Thor ont été systématiquement blanchies, de la même manière qu'ils ont blanchi Akhenaton, de la même manière qu'ils ont blanchi Osiris, de la même manière qu'ils ont blanchi Horus, ils l'ont fait avec Thor. La version antique originale de Thor avait des traits africains. Alors, moi, je voulais représenter un peu ici, là. Pierre runique qu'on a retrouvé, Odin, avec le Rasta, il est plus camite. Sauf que Charles Onampangui, ils vont faire Odin avec les mêmes cheveux, mais on va le changer la structure. Déjà, ici, Odin représenté avec des traits africains puissants et nobles, reflétant en fait des connexions culturelles et profondes et anciennes. Alors, adaptation médiévale, puisqu'ils sont devenus chrétiens, parce que n'oubliez pas que les descendants de Scotta, la Queen Scotland, sont devenus chrétiens. On les a tapés correctement. Ils ont perdu le côté viking, le côté de Odin. En devenant chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la transition, influence chrétienne. Regardez, celui qui était comme ça est devenu habillé, machin, chrétien, avec des croix. C'est compliqué. Bon. Donc, l'iconographie chrétienne commence à neutraliser les caractéristiques, les blanchissant progressivement et les conformant à l'idéal européen. Vous me comprenez? Et puis, version romantique, 14e siècle, 19e siècle, complètement blanchi. Aujourd'hui, quand on parle de Odin, c'est comme ça que vous le représentez, même dans les films. Bon. Donc, vous comprenez que, ici, cher de Pangui, les anciens, des anciens vikings, la divinité principale viking qu'on appelle Odin, le big boss du Valhalla, dont le fils est Thor, tout ça là, c'était des Kamites. Maintenant, puisque nous sommes dans une réalité ici, vous devez comprendre que Odin, qui est devenu le Kodam, comme vous voyez ici, qu'on le représente maintenant, et la magie. Donc, en fait, ils partagent les mêmes réalités, des racines avec les chamanismes africains. N'oubliez pas que nous avons des kauris en Afrique. Les runes là, qu'eux, ils utilisent dans la tradition viking, ce sont les kauris, les mêmes runes qu'on utilise dans la tradition africaine.
Même tradition, la même chose, le pouvoir du feu, les tisanes, c'est identique à la tradition africaine. Alors, les potions magiques et tout ça, c'est identique. Il faut bien comprendre également qu'il y a Thor, son fils, et le marteau. Vous voyez le marteau de Thor qui fait la foudre, qui reflète les divinités du tonnerre africain. Thor que vous voyez là, c'est celui que nous on appelle en Afrique Shango. Et peut-être que vous ne le savez pas, Shango a aussi un marteau. Shango a un marteau. Et Shango contrôle la foudre. Est-ce que vous suivez l'arnaque? Donc, la tradition nordique a aujourd'hui blanchi Shango. Vous suivez? Non, ça, il faut que je fasse une pause. Parce que, est-ce que ça rentre même? Il ne faut pas que le cerveau bug, il faut que ça rentre. Donc, je vais repartager ici. Et puis, peut-être que, voilà, il faut que ça soit un peu clair pour tout le monde. Je vais taper ici, dans mon Google, je vais taper Shango. Vous allez voir un peu. Voilà, je vais taper Shango. Voilà, Shango, entrée. Alors, Shango, nous sommes chez les Yoruba, au Nigeria. Hein. Voilà, je ne vais pas être image parce qu'on va perdre le temps. Voilà, ça c'est Shango. Donc, quand vous tapez Shango souvent sur Internet, vous arrivez sur Internet, vous avez une divinité africaine qu'on appelle Shango. Peut-être que beaucoup ne le connaissent pas. Shango maîtrise la foudre, le tonnerre à la foudre, avec son marteau. Sauf que nous existons avant les Européens. Sauf que chez eux, ils ont pris Shango, ils l'ont blanchi. Est-ce que vous vous souvenez là? Ils ont pris Shango, le même Shango, ils l'ont blanchi. Donc, Shango de la tradition africaine, avec son marteau, il contrôle la foudre, oui. Ils ont dit non, voilà, Thor. Thor a le même pouvoir que Shango, avec le marteau et la foudre. Il y a des moments, nous, en Afrique, on rit pour nous. Parce qu'on dit que non, mais l'histoire de Thor qui contrôle la foudre, c'est Shango. Oh oui, mais calmez-vous, c'est comme ça. J'ai dit non. Et donc, vous comprenez comment, aujourd'hui, de la même manière que Black Athena, dans Black Athena, on nous montre que les divinités égypto-nubiennes ont été blanchies. Parce que vous savez qu'Athéna, c'est une divinité africaine. Je ne vais pas revenir dessus. Vous lisez un livre écrit par Martin Bernard, Black Athena. Vous serez étonné, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord parce que c'est une vision d'un occidental sur nous, mais il a eu le courage de dire que toutes les divinités grecques ont été plagiées sur les divinités africaines. Donc, chers Onampangui, vous comprenez donc que Shango, que nous, à l'école Kimoun, nous appelons Mbao, ils avaient ça tort. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Le Mbao Congo, c'est Shango des Yoruba. Bon, ils ont mis tort. Mais sauf que tort, ils l'ont mangé. Ça veut dire que nos ancêtres vikings sont en dépression là où ils sont. Dans l'autre côté, ils disent, voilà. Ils disent, non, c'est pas possible. Tout le monde soit, il faut leur parler de ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Ça va trop loin. Est-ce que vous suivez? Donc, cher Jonathan Pangui, même au domaine linguistique, parce que dans le domaine linguistique, peut-être que vous ne savez pas, il y a les langues Niger-Congo. Les langues Niger-Congo d'Afrique, vous voyez l'Afrique centrale, et puis il y a des langues. Oui, il y a des travaux aujourd'hui, en effet, sur l'étude de la parenté linguistique entre les langues Niger-Congo, dans tout ce qui est ici, le golfe ici, et les langues celtiques et les langues basques. Alors, j'ai retrouvé un article de langue basque. En effet, c'est fait par Combel. Combel June. Regardez bien le nom comme c'est écrit. Combel comme ça, là, June comme ça, là, 2010. Vous tapez ce nom sur Internet, vous trouvez un article qu'il a écrit sur, en effet, l'hypothèse Niger-Congo. Une perspective audacieuse, parce que ce monsieur, c'est un occidental. Il a dit que, en fait, le basque vient de l'Anki-Congo. Moi, je n'ai pas disparaître. J'ai dit, donc il y a des courageux en Occident qui peuvent faire ça. Mais qu'est-ce qu'il cherche lui encore? Non, non, non. En effet, cher Jonathan Pangui, la théorie de Campbell-June propose un lien structurel entre la langue basque, Isola linguistique, liée aux anciens Ibères, et la famille des langues Niger-Congo. Les langues bantou, en fait, comme on dit aujourd'hui. Donc, si avéré, cette hypothèse-là, puisqu'il travaille, il montre des parentés, tout ça, là, confirmerait des contacts culturels et démographiques datant de la préhistoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une migration. Effectivement, c'est nous qui vivons là-bas. Voilà pourquoi Chango s'est retrouvé chez eux là. Alors que Chango, c'est tort. Tort chez Chango. Masi Mbao. Charles Lampangui, les marqueurs génétiques basques, oui, les travaux ont été réalisés, confirment une ascendance africaine.
Ah ouais. Preuve des marqueurs SRY 10831.1 et le WAP partagé entre les Basques et la population Niger-Congo. Ah, j'ai dit les SRY, mais vous aussi les biologistes, mettez seulement, hein? Bon, bref. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés qui montrent en effet qu'il existe une parenté génétique entre la population Niger-Congo et la population basque. Et pour ceux qui sont en Europe, si vous connaissez les Basques, vous voyez de quoi je parle. Et les marqueurs génétiques, alors, vous tapez sur Internet, vous cherchez marqueurs génétiques de la relation entre la population basque et Niger-Congo, le SRY 10831. C'est ce que j'ai fait. Et vous trouvez des articles scientifiques, mais c'est des débats universitaires, c'est magnifique. Les Basques viennent d'Afrique, oui, mais c'est normal, les Africains viennent d'Afrique, les Européens viennent d'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, non, on ne veut pas seulement que vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faut bien comprendre qu'ils étaient, jusqu'à ce qu'ils ont construit civilisation en Europe, que des Kamites avant qu'ils perdent la couleur de leur peau. Mais ça, je vais revenir dessus, parce que c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer. Alors, il y a eu la construction donc de la race blanche qui émerge pendant les croisades. Avant le XIIIe siècle, chers Lampangui, vous allez constater qu'il y a diversité médiévale, identité fluide, perception de soi basée sur le statut, la religion et la géographie, pas sur une race. XIIIe siècle. On arrive en effet pendant les croisades. Donc, la religion, la religion. Bon, bref, la religion a fait du mal à l'humanité. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours que nous ne sommes pas religieux. Parce qu'en effet, la formation de l'identité européenne par l'antagonisme entre le monde musulman islamique et les populations subsahariennes. Et c'est compliqué, cher Parc. Donc, quand tu es chrétien et que tu es occidental et qu'il y avait beaucoup de musulmans du nord de l'Afrique qui étaient des musulmans, combat entre les musulmans et les chrétiens, vous comprenez bien que les morts, hein, les Maurice morts, les noirs de l'islam ont pris l'Espagne et tout, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, après le XIIIe siècle, il y a eu l'émergence d'identités raciales blanches. C'est la religion qui a fait ça. Le fait que les Noirs, les basanés étaient dans le camp musulman, parce que l'islam est fait par des Noirs, conçu par les Noirs, parce qu'ils nous ont castrés. Mais l'islam est fait par les Noirs. Vous devez savoir ça. On les a blanchis, en fait. Mais bon, bref. Et lorsqu'il y a les croisades entre les musulmans et les Noirs, et que le monde noir, le monde arabe, peuplé par des Noirs, beaucoup des Noirs, des musulmans, vous voyez, le territoire du Mali, peut-être que beaucoup de gens ne font pas le lien. Mansa Moussa, l'homme le plus riche, soi-disant, de l'histoire, était musulman. On dit qu'il était noir parce qu'on est fier de lui, mais il n'était pas la tradition africaine. Il est pour les musulmans, lui. Donc, l'homme le plus riche de tous les temps était un musulman. Et la preuve en est, son pèlerinage, il partait à la Mecque, comme ce que font les autres aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, en gros, il y avait beaucoup de Noirs. Donc, si le Mansa Moussa, le grand maître du Mali, était musulman et que territoire malien, la Côte d'Ivoire, il y avait des musulmans partout, lorsqu'il y a eu des croisades, beaucoup de Noirs partaient se battre à Jérusalem. Beaucoup. Et ça crée une identité blanche. Avant, il n'y avait pas les Noirs et les Blancs. C'est pour ça que vous voyez que 13e siècle, il y a eu des croisades là entre le 13e siècle. Mais quand on est rentré au 14e, l'esclavage. Parce qu'en fait, l'Occidental a dit, bon, puisque les Noirs veulent la peau des Blancs, puisque les Noirs musulmans, vous voyez, et que la majorité dans les croisades au niveau des chevaliers de l'ordre occidental, c'est des Blancs en majorité, c'est que des Blancs. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont installé les chrétiens de l'Égypte. Vous savez qu'en effet, vous avez Saint-Maurice. Saint-Maurice qui était un chrétien égyptien. Je ne sais pas si vous avez des documentaires sur Saint-Maurice. Vous tapez sur YouTube Saint-Maurice ou Maurice le Saint-Noir. Vous allez voir que Champagny, il a un temple à Melbourne, en Allemagne, où il est noir. Mais en France, non, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Parce que vous, si je ne vous montre pas, vous allez dire, bon, la flemme, toi, tout moi, je vais voir ça demain. Non, 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 vous devez voir ça aujourd'hui. En fait, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il existe en effet dans l'histoire de notre peuple, puisque le combat entre le christianisme et l'islam a détruit notre peuple complètement. Les Romains, en fait, ont installé à l'époque, au niveau de l'Afrique, Saint-Maurice. Saint-Maurice, le noir. Alors, Saint-Maurice, Saint-Maurice, bon, j'enlève le mot le noir. On va voir ça plus tard. Saint-Maurice. Alors, dans la structure catholique, hein, Saint-Maurice, je pense qu'on voit ici là, avec le pape, voilà, Saint-Maurice est là. C'est lui, Saint-Maurice. C'est un chevalier.
Il est représenté comme vous voyez ici. Voilà, Saint-Maurice. Voilà. Et en Allemagne, à Melbourne, si je ne me trompe pas, voilà. Il y a des statuettes de Saint-Maurice comme ça. Il est connu, hein, Saint-Maurice. C'est lui qui a transmis le christianisme aux Français. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Français. Et en vrai, les Romains ils ont dit d'aller tuer les Français, les Gaulois. La Gaule. Et la Gaule, il faut les tuer, les Gaules. Il a refusé. Il a dit, mais attends, j'étais là-bas, je les ai bastonnés pour qu'ils deviennent chrétiens. Il va repartir. Et donc, Rome a utilisé son armée, Champagny, pour tuer toute la légion de Saint-Maurice. Mais ça, c'est. Voilà. Sauf que, regardez la statuette de Saint-Maurice, ça, c'est en Allemagne. Et puis, le même Saint-Maurice, Charles Lampangui, le même Saint-Maurice, ne me dites pas qu'ils ont envoyé ça. Parce qu'il y avait des statues de Saint-Maurice. Il est pour les Blancs. Voilà. Saint-Maurice. C'est-à-dire que c'est la même personne. Il y a des films qu'ils ont réalisés en France. Voilà. Voilà. Regardez. La fontaine de Saint-Maurice. Et il est pour les Blancs. Et moi, je me dis, mais pourquoi les gens font ça? Mais quand tu es hypothétique, métatronique et démoniaque, tu ne peux rien faire. Saint-Maurice, c'est le saint de tous les patrons. Dans l'Église catholique, lui, il est saint. On l'adore. Il est le saint de tous les patrons. Donc, si tu fais du business, là, je pense que tu connais Saint-Maurice dans le monde catholique. Sauf que Saint-Maurice, dans la tête des Français, puisque Saint-Maurice est représenté comme blanc en France, il est noir en Allemagne. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Le même Saint-Maurice. Ah ouais. J'ai même vu attendez, il y a même des documentaires, des films de Saint-Maurice en France. Ouais, pour les Français du Nord. On va le mettre blanc, voilà, parce que non, on ne veut pas. Saint-Maurice, bon, anyway. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que nous avons des histoires comme ça. Et donc, je tenais aussi à rendre hommage à Maurice, l'Égyptien, parce que lui, c'était un Égyptien. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur Internet et puis vous partez sur YouTube. Il y a un documentaire qui a été réalisé par les catholiques parce que il veut un peu voilà, la vidéo. Voilà. Vous pouvez aller sur Internet. C'est ça. C'était fait en 2002. Vous voyez? Donc, vous tapez sur Internet. Attends, je vais agrandir pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà, comme ça. Maurice le Saint-Noir. C'est 38 minutes. Écoutez ça. Et puis, chers de Lampangui, vous allez voir qu'ils ont essayé voilà, de représenter un peu Saint-Maurice en question. Mais sauf que Saint-Maurice en question, Champagny, est représenté voilà, comme un noir, comme vous voyez. Euh, voilà. Et il a Melbourne. Alors, je précise que le documentaire là, a été réalisé pas par les catholiques, mais par Serge Billet. Voilà, Serge Billet, c'est un frère, hein, voilà. C'est Serge Billet voilà, qui a fait ce documentaire sur Maurice le Seine-Noir et Champagny. Voilà. Ça, c'est à Melbourne. Ça, c'est en Allemagne, à Berlin, 50 km de Berlin. Et à l'intérieur de ce temple, vous voyez ici, là, vous avez Saint-Maurice. Les gens viennent du monde entier, vous voyez, les touristes. Ils viennent du monde entier. Ancienne ville allemande de l'Est, simple, fidèle, touriste ou curieux, on se précipite pour voir la statue de celui dont il porte le nom Saint-Maurice. Vous voyez, c'est ça, c'est lui Saint-Maurice. Bon, il est égyptien. Et ça finit aussi avec des débats sur lesquels les Égyptiens ne sont pas des Camides. Mais bon, vous me comprenez. Vous me comprenez. Donc, il faut que je termine. Il faut que je termine. Alors, comprenez bien qu'en effet, il y a eu des batailles. C'est-à-dire que nous, à quel moment on a commencé à nous détester en Europe? Donc, la religion chrétienne est rentrée en conflit avec l'islam. C'est là où le combat a commencé. À l'époque, avant le XIIIe siècle, il y avait pas on s'en foutait de couleur de peau. En Europe, vivaient les Noirs. Vous avez vu les Irlandais, les Danois, les Écossais, les Écossais. Il y avait des Camites. C'est pour ça que vous retrouvez dans les familles royales occidentales des familles, il y a des Noirs. On dit, mais à quel moment on est rentré? Non, 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 non. Parce que lorsqu'il y a eu croisade et que la majorité des Blancs chrétiennes combattaient les Noirs arabes, chers musulmans, pardon, les Noirs musulmans, les Occidentaux se sont organisés. Hein. Identité unifiée. Les Noirs, là, il faut qu'on les craque. Ils nous traquent jusqu'à aujourd'hui. Religion. Sinon, cher Zulapangui, à l'époque, ce n'était pas comme ça. OK? Bon. Donc, si vous me comprenez, j'espère que vous me comprenez,
parce qu'il faut qu'on termine. Il y a eu en fait le processus de racialisation a transformé l'identité européenne au Moyen Âge. Parce qu'en fait, vers le 11e, 12e siècle, vous voyez, il y avait une fusion. Au fur et à mesure qu'on avance au 13e siècle, on commençait à distinguer les êtres. Donc, vous devez comprendre que l'exclusion, la stigmatisation, tout ce que nous vivons, la racialisation systémique, s'est développé vers le 15e siècle, d'où l'esclavage qu'on a vécu par la suite. Parce qu'en effet, la religion nous a séparés. Parce que c'est pour ça qu'on voyait que les papes de l'époque disaient le noir n'a pas d'âme. C'est des combats énormes, mes chers Jonathan. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Puisque l'Afrique centrale n'était pas musulmane, vous comprenez, c'est le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest qui s'est fait du mal avec l'islam. OK? Et puisqu'ils sont en conflit, les Européens se sont dit il faut qu'on impose le christianisme au cœur pour que les chrétiens du cœur puissent combattre les musulmans. La guerre des religions, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ils arrivent chez nous, nous on n'est pas chrétiens, mais on se fait une guerre avec eux. Ils opposent le christianisme. Et vous avez aujourd'hui le Congo, la RDC qui est chrétien, le Cameroun est chrétien, le Gabon est chrétien, l'Angola est chrétien, l'Afrique du Sud est chrétienne. Et donc, à partir de là, de l'autre côté, les musulmans disent nous aussi, on va garder l'islam au Sénégal, ainsi de suite. Le combat en Afrique, le problème en Afrique est lié à l'identité d'une guerre extra-africaine imposée par des puissances étrangères sur notre identité. Donc, les élites médiévales champagny, après le XIIIe siècle, ont systématiquement été effacées. Ils ont effacé les figures noires de l'histoire. Ils les ont effacées champagny, mais avec détermination. Tous les noirs que nous connaissons, là, je vous ai dit, hein, Saint-Maurice est blanc, noir en Allemagne, il est blanc en France. Il y a même la ville de Maurice, et dans sa ville, en France, en tant que pays chrétien, ils ont mis un blanc. Donc, les chroniques tardives des historiens modernes ont délibérément omis, réinterprété ou supprimé les références aux personnes noires dans les positions de pouvoir, créant un vide historique champagny intentionnel. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on part en Irlande, en Écosse, il y a comme un raciste qui n'a pas de nom. Parce qu'en fait, on n'a jamais existé là-bas. On nous a supprimé tout à l'heure. Alors que l'archéologie moderne remet en question les récits coloniaux du 19e siècle. Parce qu'on fait des fouilles, on se dit non, mais on trouve des noirs, on trouve des blancs, on trouve des métis. Attends, pourquoi on dit qu'ils n'étaient pas là alors qu'on retrouve leur corps dans le secteur? Donc, vous allez comprendre que la diversité était constitutive de l'Europe septentrionale, non exceptionnelle. Oui, les témoignages archéologiques, les textures et génétiques d'une présence africaine structurelle et antique dans cette partie de l'Europe. Ce qui veut dire, cher Zolan Paris, c'est pour cela. Pour ceux qui sont dans le Kimuntu, je pense que vous avez constaté, il y a des moments lorsque nous pratiquons nos rituels dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, les Paris me disent tout, moi, mais pourquoi je vois des guides vikings? J'ai dit, bon, on va traiter ça un jour. Mais vous devez savoir qu'en effet, il y a beaucoup des ancêtres des Africains d'aujourd'hui qui sont sur le continent, leurs ancêtres ont été enterrés de l'autre côté là. Et puisque nous sommes interconnectés par le patrimoine génétique, ce n'est pas parce que tu es né à Dakar ou à Brazza ou à Libreville ou à Douala que tu n'es pas connecté à tes ancêtres qui sont enterrés de l'autre côté là. Tu n'es qu'une descendance. Et en tant que descendant, cher Jonathan Pangui, avec l'histoire traumatique de notre peuple, beaucoup se sont retrouvés de l'autre côté et il y a beaucoup de notre peuple assis chez nous dans la tradition africaine qui ont des connexions avec l'univers celtique ou viking, cher Jonathan Pangui. Et parfois c'est étonnant. Donc, vous allez voir, par exemple, sur le continent africain, vous avez ce qu'on appelle, cher Zolampangi, un Apta Playa. Bon, ça, je vais traiter de ça dans le cours de Ngaloufwa, puisque je vais vous parler de Apta Playa. Ce sont des centres pour les calendriers cosmiques. Et ces centres, cher Pangui, ici, les cercles de pierre, on les retrouve en effet en Europe, construits par des êtres africains qui, en effet, par migration, ont aligné cela sur l'étendue européen. Et ça, il faut le savoir. Selon Cheikh Anta Diop, la construction des monuments mégalithiques comme le Stone Age en Angleterre est attribuable en effet à une civilisation noire mégalithique s'étendant de l'Afrique à l'Europe occidentale. Une civilisation puissante à l'origine, avant les pyramides d'Égypte. Hein, donc le Nabta Playa, mais ça c'est quelque chose, tapez Nabta Playa, vous serez étonné qu'en Afrique, chez nous, on avait le Stone Age. Ça existe, ça existait, les fouilles ont été faites et ça c'est connu de tout le monde aujourd'hui. Et puis la métallurgie, l'agriculture, la spiritualité ont des racines africaines. Dans le sens où, en effet, il y a eu transmission des Irlandais Kamites vers leur nouvelle lignée qui venait d'arriver.
On a transmis les diffusions des connaissances, les enseignements des techniques de bronze et du fer, l'introduction des cultures, de l'irrigation et de l'élevage, tout ça là, ce sont des technologies africaines qui ont été enseignées en Europe. Vous serez même étonné que lorsqu'on est arrivé à l'exploitation en Amérique lors de la traite transatlantique, il y a des techniques agricoles que l'Occident, même les États-Unis à l'époque, n'avaient pas accès. C'est-à-dire qu'il y a eu des Africains qui ont amélioré, en effet, l'agriculture occidentale parce qu'on avait une technologie, Chapangué, conservée. Parce que les corps de métier chez nous sont des corps initiatiques. Mais tout ça, nous sommes en train de le perdre parce qu'on est distrait et on refuse de comprendre qu'en effet, on peut se construire. Mais pour se construire, il faut apprendre ce qui est présent dans les traditions des autres pour t'enrichir, pour rebooster et réanimer la mémoire transgénérationnelle qui se met en toi. Parce que ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a donné est en nous. Il suffit tout simplement de se mettre en marche. Si aujourd'hui tu apprends la métallurgie champagne, tu vas réanimer ce qui est en toi, qui se met en toi avec un suprême. Alors, il faut reconnaître cette histoire, restaurer la richesse du passé européen. Parce que si vous reconnaîtrez, remettez cette histoire devant tout le monde, ce n'est pas pour dire que les Européens ne sont pas bien, non. Au contraire, c'est une richesse. Pourquoi? Parce qu'on retrouve en effet, on comprend beaucoup de choses au niveau européen s'ils réintègrent les camis qu'ils ont effacés volontairement de leur histoire. Et ça, c'est dans les dialogues des cultures. Et il faut en effet que les nôtres s'intéressent aux livres, aux documents de l'univers nordique pour réanimer Champagny, comme on a fait au niveau de la Russie avec Pouchkine, parce que nous savons aujourd'hui que Pouchkine en Russie venait d'Afrique. En fait, Abraham, son père venait d'Afrique, Pouchkine est le maître de la langue russe, et ça fait du bien. Ouais, on parle avec les Russes, on dit non, mais attends, Pouchkine qui est quand même d'origine africaine, on dit oui, c'est vrai, son père c'est Abraham Hannibal. Vous voyez, c'est magnifique. Sauf que l'Europe, l'Irlande, l'Écosse, ils ont effacé cette histoire. Les Danois, les Vikings, nous les oublions aujourd'hui, nous ne connaissons même plus qui ils étaient. Ils sont tous blancs avec des rastas sur la tête et ça devient maladroit. Charles Lampangui, l'héritage des Vikings noirs et cette noire est quelque chose qui vit dans la génétique et les légendes. Nous avons en nous des choses qui s'animent en nous sans savoir d'où ces choses viennent. Voilà pourquoi, Charles Lampangui, il faut reprendre l'histoire différemment et étudier cette partie de l'histoire avec bonheur. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez, mais avant que je puisse terminer, je vais d'abord vous montrer, un livre que vous devez en effet lire. Et ça, vraiment, j'aimerais que vous puissiez le faire. C'est écrit par un noir américain, professeur d'université. Voilà. J'ai trouvé le livre. Je sais que je vais faire la publicité, on ne se connaît pas encore, peut-être qu'un jour on va se connaître. Mais je vais vous montrer le livre doucement. Vous avez ici, là, je suis sur Amazon, hein, c'est un livre qui se vend. Moi, je l'ai déjà acheté, je l'ai lu, c'est un livre très intéressant. Le vrai mythe des Black Vikings, Charles Olampangui, est un livre publié en 2013, comme vous voyez ici, par Nash Al-Amin. Nash Al-Amin écrit un livre, alors est-ce que je peux agrandir cette image? Parce que c'est un livre fascinant et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il est rentré il a cité les archéologues et tout. Voilà, je pense que vous voyez Black Viking, Middle Age. Et ça, ce sont des choses, des livres, voilà, des documents que vous devez en effet commencer à toucher et cela va nous permettre de pouvoir avancer avec honneur. Cher Zulampangui, je vais également, avant de pouvoir terminer ce cabou-là, partager mon écran. J'étais un peu là, mais bon, vous connaissez, c'est tout le monde qui me base pour vous mettre encore un peu la bibliographie parce que pour moi, j'aimerais que vous puissiez avoir accès à ces documents sur ces références que j'ai utilisées pour ce cabou-là, hein, les articles de Lynch ici sur la Dame de New York, Lynch et les migrations des Romains, des Noirs en Europe. Vous avez les travaux de la population génomique, là, dont on a parlé de Margaret, là, et puis les travaux de Skase, l'Université dans la génétique des populations.
Nous avons aussi Tacite que je vous ai montré, le Campbell qui m'a permis de comprendre la parenté linguistique, le livre de True Myth Black Viking de Al Amin, et puis vous avez les anciens Celtes et Vikings, Where Black People. Ça, c'est le livre de Winters à lire, le livre de Anu, African Roots of Ireland. Vous devez lire ce livre, Scotland, et ainsi de suite. Donc, chers Pangui, je mets ça là pour que vous puissiez avec bonheur prendre les captures écran, trouver ces articles, lisez-le avec Zola. Si vous pouvez le lire en famille, c'est encore mieux. J'espère de tout mon cœur que je n'ai pas été très lent. C'est l'honneur aux ancêtres et nous sommes au poste pour honorer nos ancêtres bienveillants. Zola, Kiese, Namayangi, Matono Mamingi, prenez soin de vous et j'espère de tout mon cœur que nous aurons le temps de pouvoir revenir sur ces sujets en profondeur, mais ça sera dans le cadre de Kimuntu au sein de l'école. Matondo. Alors, avant que je puisse terminer, j'aimerais voir un peu les écrits. J'aimerais beaucoup, vous avez beaucoup écrit, beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est pas par où commencer, hein. Voilà. Donc, tout est bon, je pense, hein, Matondo à vous. Réécoutez ce Kabula avec l'esprit ouvert. C'est pour le Zola, c'est pas pour mettre des conflits entre les peuples, mais pour dire tout simplement que, en effet, peut-être que parmi vous, c'est la première fois que vous entendez qu'il existe des blacks. Vous voyez les livres sont écrits, hein? En fait, c'est pas caché. C'est vend sur Amazon. Donc, celui qui ne savait pas, tu commandes sur Amazon, tu lis les livres. Mais les chercheurs travaillent pour vous dire Viking was black. Les Celtes was black. Donc, ça résout l'équation. Vous comprenez? Et il y a des articles scientifiques qui sont publiés pour nous expliquer des choses très intéressantes. Alors, pourquoi je vous fais ce Kabula? Je vous ai fait ce Kabula tout simplement. Pourquoi je vous ai fait ce Kabula? C'est parce que, chers Olapangé, il est temps de pouvoir nous reconnecter à tout ce qui nous appartient sur la Terre. Peut-être qu'un jour, je vais parler de la présence des Africains au Japon, le peuple à nous. Mais bon, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Bamegi. À bientôt. Au revoir. In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the
let's not forget. Human fates, let's not forget. Their legacy